Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ma vie et mes luttes. Dossier études et documents, DED. Collection fondée et dirigée par Jean MPISI. Sous ce titre de collection, nous voulons proposer une manière plus ou moins objective, pédagogique et concise de connaître ou faire connaître certains faits ou certains thèmes. Concrètement, la collection entend poursuivre un quadruple objectif primo. Elle produira des monographies sur un sujet précis d'histoire, de science, de philosophie, de religion, sur un pays ou une région du monde, guide, sur une personne, biographie, etc. Secondo, elle publiera des documents, des témoignages, des textes inédits provenant d'institutions plus ou moins officielles, en les précédant d'une introduction utile ou en les habillant avec des commentaires appropriés. Tertio, elle s'attellera à éditer les travaux d'enquête des étudiants, à partir des résultats condensés de leur mémoire ou de leur thèse de doctorat, ainsi que les travaux des chercheurs universitaires ou indépendants, à partir de leurs investigations professionnelles ou de leurs réflexions. Quarto, elle tentera d'expliquer l'actualité, chaque fois que celle-ci sera focalisée sur un pays ou sur un thème, en allant à la source et en dégageant les enjeux, afin que l'événement garde toujours son actualité même si on la lit dans 10 ans. Esdras Mbal, du Shaba au Katanga. À propos du massacre de l'université de Lubumbashi et de la période pré-insurrectionnelle, 1990 à 93, 2008. Jean MPISI, Kivu rez-de-chaussée, la paix à tout prix. La conférence de Goma, 6 au 23 janvier 2008, 2008. Jean MPISI, le Kivu pour la paix. Les actes de la conférence de Goma, 2008. Jean MPISI, traite et esclavage des Noirs au nom du christianisme, 2008. Jean MPISI, les papes et l'esclavage des Noirs. Le pardon de Jean-Paul II, 2008. JMPISI, les évêques africains et la traite négrière, pardon de l'Afrique à l'Afrique, 2008. Jean MPISI, les prêtres africains en Occident. Leur mission et restrictions vaticanes sur leur séjour, 2008. Jean MPISI, rapport final de la conférence provinciale sur la reconstruction. Province du Bas-Congo, Matadi 14 au 20 décembre 1997, 2008. Jean MPISI, rapport final de la conférence provinciale sur la reconstruction. Province du Kasaï occidental, Kananga 6 au 12 janvier 1998, 2008. Jean MPISI, rapport final de la conférence provinciale sur la reconstruction. Province du Katanga, Lubumbashi 15 au 24 décembre 1997, 2008. Jean MPISI, rapport final de la conférence provinciale sur la reconstruction. Province du Sud Kivu, Goma 26 novembre 1997 à 9 JANV. 1998,2008. NKERE Nkingi Ntanda, la crise financière internationale de 2008 et ses conséquences en RD Congo, 2008. NKERE Nkingi Ntanda, Education des électeurs au Congo-Kinshasa, un défi de la République, 2009. Innocent UNYON Vakpa Katumba Oruma, le conflit armé en Ituri rez-de-chaussée, la problématique de sa prévention et de sa gestion, 2009. Jacques FUMUNZANZA Muketa, Kinshasa d'un quartier à l'autre, 2009. Jean MPISI, Antoine Gizenga pour une gauche en rez-de-chaussée, 2011. À la jeunesse congolaise. Je confie ce récit de ma vie privée et publique. Antoine Gizenga. Introduction, mes luttes pour le Congo. L'idée me vint d'écrire ce livre depuis mon retour d'exil, en 1992. À dire vrai, tout était parti d'une suggestion qui m'avait été faite un jour en Union soviétique, lors de mon séjour forcé dans ce pays depuis 1966. En effet, des responsables du Parti communiste, PC, avec qui je m'entretenais, m'avaient prié d'enregistrer mes souvenirs sur des bandes magnétiques grâce à un magnétophone qu'ils m'avaient fourni. Mes paroles, enchaînait-il, allaient être transcrites dans un livre qui servirait sûrement la postérité. Sur le champ, je ne leur dis rien, mais je leur promis de réfléchir à la proposition. Mais resté seul, je me posais les questions suivantes. Pour qui vais-je écrire cette histoire si je la lègue aux soviétiques ?
Qui est le destinataire privilégié du témoignage de la vie de quelqu'un, sinon les jeunes de sa communauté? C'est pourquoi je résolus de ne procéder à l'enregistrement d'aucun propos, mais concéder seulement à celui des chansons patriotiques que j'avais composées et chantées pour mon pays. Lorsque les responsables du PC revinrent en charge, je maintins mon refus de leur livrer mes souvenirs. Ils devinrent perplexes, ne comprenant point que je puisse repousser une telle offre, alléchante à leur avis à ce qu'il me sembla. Je leur expliquai que je pensais humblement que mon histoire devait avant tout être racontée à mes frères et sœurs, jeunes Congolais. Si je retournais dans mon pays, j'allais m'atteler à la narrer. Mais si la mort me surprenait en exil, j'emporterais avec moi mes souvenirs. Peu avant mon retour au Congo en 1992, j'écrivis un tout petit livre, pour répondre aux multiples questions que l'on me posait concernant l'indépendance de notre pays survenue le 30 juin 1960, la formation du gouvernement Lumumba, dont je fus vice-premier ministre, ainsi que les événements qui ont surgi après. Le livre s'intitulait simplement Mon témoignage. Puis je fus très absorbé par le travail de conduite du Parti Lumumbiste unifié, PALU, engagé dans la lutte pour chasser la dictature mobutiste du Congo et pour imposer mon mouvement politique comme une formation d'envergure sur l'échiquier congolais. C'est ainsi que je n'ai pu, avec l'aide de quelques camarades du parti, réaliser le projet qu'après mon départ de la tête du gouvernement de la République le 25 septembre 2008. J'ai opté dans ce projet, pour la forme d'une autobiographie, afin de bien indiquer qu'il s'agit de mes souvenirs, de mes actions et de mon regard sur certains événements que j'ai vécus personnellement. L'ensemble constitue l'histoire de ma vie et de mes luttes, ma vie et mes luttes pour le Congo, des luttes entreprises pour un Congo libre, indépendant et uni, un Congo qui devienne un État de droit et démocratique, un pays qui vive dans la paix et qui profite à tous ses enfants. J'ai voulu que ce récit soit un témoignage, que j'espère utile pour la jeunesse congolaise et africaine et pour les historiens intéressés et travaillant avec ardeur pour contrecarrer la falsification de l'histoire de l'Afrique en général et celle du Congo en particulier. Je souhaite vivement que ce livre inspire les jeunes Congolais dans leur engagement noble et déterminé en faveur de la mère patrie, le Congo. Antoine Gizenga, 30 juin 2011. Première partie de 1925 à 1966. Chapitre 1 Naissance, enfance et études. I1. Naissance et première enfance. Fils d'un catéchiste du territoire de Gungu. Fils aîné de Michel Gizenga Tamboué et de Louise Etega, je vis le jour le 5 octobre 1925 à Mebans, un petit village du territoire de Gungu, dans le district du Kwilu. Ce territoire de l'ancienne province de Léopoldville s'appelait autrefois territoire de Kandel, ou mieux territoire des Bapandes, puisqu'en majorité il était et est encore habité par les gens issus du peuple du même nom. Mes parents appartenaient à ce groupe ethnique. Par ma mère, je suis le descendant direct de la caste dirigeante de cette tribu appelée Akwamanda, c'est-à-dire les possesseurs du pouvoir. À Mebans, mon père exerçait la profession de catéchiste. Ainsi fus-je baptisé, le 30 octobre 1925, à la mission catholique de Kilembe. Après mon baptême, mon père fut choisi pour aller travailler dans un des nouveaux postes missionnaires qu'on prévoyait de fonder à travers la région du Kwilu. Il fut retenu puisqu'il était jugé comme un élément intelligent, capable d'apprendre facilement un autre métier. Son nouveau poste d'affectation était la mission catholique de Kikwit, où il allait devenir un menuisier professionnel. À Kikwit, une ville plus grande que la cité de Gungu, sans doute la plus grande agglomération du Kwilu, je fus, à l'âge de 3 ans, placé par mes parents au jardin d'enfants qui était confié aux religieuses sœurs de la charité. On y enseignait aux garçons et aux filles, à prier et à réciter par cœur les 10 commandements de Dieu, les 5 de l'Église et les 7 sacrements. Je me rappelle bien de n'avoir lu ni écrire aucune lettre de l'alphabet, et de n'avoir effectué aucune opération de calcul devant qui que ce soit qui m'interrogeait sur notre école du jardin d'enfants, mais par contre, j'étais capable de lui réciter toutes les prières, tous les commandements de Dieu et de l'Église, ainsi que les 7 sacrements, sans me tromper d'une virgule. Pendant ce temps, mon père apprenait les éléments de calcul au cours du soir pour le besoin de son métier de menuisier. Après 5 ans d'apprentissage,
il devint un menuisier capable de communiquer son savoir à d'autres. C'est alors qu'il fut sollicité par le père Dog, fondateur de la mission de Moaku, pour tenir la menuiserie de la place. À la même époque, c'est-à-dire en 1931, les Bapande venaient de s'insurger contre l'oppression des colonialistes belges. La révolte des Bapande, contre l'ordre colonialiste inique. C'est donc pendant cette période que nous devions nous rendre dans une région troublée où se déroulait une bataille rangée entre, d'une part, les Bapande, équipés seulement des flèches mais dirigés par un homme intrépide et habile, appelé Mundele Fungi, et d'autre part, les soldats de la force publique, bien équipés et encadrés par des officiers belges. Mon père nous précéda à Moaku, à 280 km au sud de Kikwit, pour préparer l'arrivée de toute la famille qui comptait à ce moment-là 2 enfants, Marie, ma petite sœur, et moi. Pendant que nous attendions notre évacuation pour Moaku, il est arrivé un fait qui s'était gravé dans ma mémoire, et qui m'avait permis, une fois devenu adulte, de mieux apprécier la méchanceté et l'absurdité du comportement des colonialistes belges. Un jour en effet, nous étions de passage, ma mère et moi, devant le bureau du territoire, dans la ville de Kikwit, et j'ai remarqué, comme tous les autres enfants d'ailleurs, un homme complètement nu et étendu face contre terre et qui ne bougeait pas, mais que 2 miliciens fouettaient impitoyablement sur ordre d'un agent belge. J'ai demandé à ma mère pourquoi ce monsieur se laissait frapper ainsi, sans réagir et sans chercher à se venger, ni même à s'enfuir. Ma mère, sur le visage de qui se lisait l'horreur suscitée par ce spectacle, me tira par la main en me faisant avancer devant elle et me dit presque à voix basse, en kikongo. Ina ikele mvumbi, muntu ya boloko ya mundele ikele kubudiza fimbu sambuyandi kufutaka mpaka uyaletave. C'est un prisonnier déjà mort que l'agent fait fouetter, parce qu'il n'avait pas payé son impôt à l'État. Alors j'ai rétorqué immédiatement, en disant à ma mère. Pourquoi alors le frappe-t-on s'il est déjà mort? Continue-t-il encore à sentir mal? Maman me répondit. Bien sûr que non, mais je ne sais pas pourquoi les Mindel blancs s'acharnent-ils à nous torturer même quand nous sommes déjà morts. Sans rien comprendre à cette réflexion de ma mère, j'avais pourtant conservé dans ma mémoire cette scène macabre et la réponse qu'elle m'avait faite au sujet de cette flagellation insensée. C'est seulement à l'âge adulte que je compris, la multiplication des exemples du même type aidant, que les colonialistes belges utilisaient ces pratiques pour 3 raisons essentielles. Premièrement, ils cherchaient à faire peur aux Noirs qui ne veulent pas encourir la peine de fouet. Deuxièmement, ils tentaient de leur faire comprendre que l'État belge est tout-puissant. Quiconque cherche donc à lui désobéir suscite sa colère et entraîne ipso des châtiments allant jusqu'à la peine de mort. Troisièmement, enfin, les Blancs voulaient prouver aux Noirs qu'ils n'avaient droit à aucune considération humaine, même après la mort. Arrivés à la mission de Moaku, au moment où les combats faisaient rage, nous fûmes installés dans une ancienne maison qui auparavant abritait les 2 missionnaires que nous avions trouvés dans cette localité. Cette maison était un peu isolée des autres bâtiments de la mission, et était située sur la route qui menait au poste du territoire de Kandel, à environ 25 km de cet endroit. Quelque temps après notre installation, le chauffeur de la mission Joachim Calvanda vint un soir en courant sur sa bicyclette, tout paniqué. Il nous demanda de vider urgemment ce lieu isolé, parce que les Bapande y étaient embusqués tout près, dans la forêt. Ils attendaient la faveur de la nuit pour s'attaquer à la mission et tuer les 2 missionnaires blancs ainsi que les Noirs qui leur étaient fidèles, et par la suite, piller le poste. La première réaction de mon père fut de refuser de croire à cette éventualité. Mais sur insistance de Joachim et par mesure de prudence, il nous confia à ce dernier pour qu'il nous conduisît dans le centre de la mission. Avant que nous ne partions, ma mère, ma sœur qui n'était âgée que de quelques mois et moi je l'entendis nous faire cette recommandation en kikongo. Beno kwenda, mono ikele kubikala kulala awa. Bapande ikele bampangi na mono. Mono kusaba nkai bo ikele kudzola. Boata kufwa monove. Boata kuyibakima mozive. Partez vous autres, moi je reste dormir ici, les Bapande sont mes frères de tribu. Je sais ce qu'ils veulent. Ils ne me tueront pas, et ne voleront rien. Nous avions quitté à peine la maison à travers un petit sentier dans les hautes herbes, que nous fûmes déjà intimidés par la clochette secouée violemment par un moupendé embusqué dans la brousse.
Aussitôt après, nous détalâmes droit devant nous, abandonnant ainsi mon père seul à son triste sort dans la maison. Le lendemain matin, comme la nuit s'était passée sans un incident quelconque, nous fûmes rentrés chez nous et trouvâmes mon père très détendu et souriant. Celui-ci nous dit seulement qu'il n'y avait rien eu de ce que Joachim avait raconté la veille. Que fallait-il penser de cela? Ou les Bapande avaient eu peur de tenter le coup, ou ils s'étaient repliés, ou encore ils avaient été dissuadés de mettre en exécution leur projet, ou simplement ils n'étaient pas venus du tout. Je pense que la seconde hypothèse, quoique mon père n'ait pas voulu raconter davantage ce qui s'était réellement passé la nuit, est à retenir en raison des paroles de celui-ci déjà rapportées plus haut. Il est un fait certain que les Bapande voulaient envahir la mission, non pas pour piller et tuer des Noirs qui étaient fidèles aux Blancs, mais plutôt pour enlever les 2 missionnaires blancs. En effet, tout en étant missionnaires et de ce fait considérés comme inoffensifs, ces derniers étaient en réalité, selon divers témoignages, des agents informateurs de l'administration coloniale belge, car ils étaient en liaison constante avec le chef-lieu du territoire de Kandel. C'est précisément Joachim Calvanda, chauffeur de la mission, qui était chargé de faire parvenir le courrier dans 2 sens, au cas où le révérend père Dog n'y allait pas lui-même. Mon père, en bon chrétien catholique, aurait persuadé le chef de la troupe des Bapande, qui lui avait certainement rendu une visite improvisée et inattendue, de ne pas exécuter leur projet afin que cet acte ne puisse être utilisé contre l'objectif qu'ils poursuivent, libérer la peuplade tout entière de l'emprise coloniale belge. L'insurrection des Bapande, bien que très vive, a duré environ 2 ans. Après, elle a été écrasée par des forces supérieures en armes perfectionnées. Après avoir exécuté les promoteurs du soulèvement, l'administration coloniale belge plaça la région tout entière sous une surveillance serrée. Ainsi, dans le domaine scolaire, elle prit la mesure de ne pas installer dans la région des écoles primaires à cycle complet. Dans le domaine économique, les Bapande ne pouvaient pas être utilisés dans les entreprises industrielles, même s'il en existait dans leur région comme à Chicapa par exemple. Les Bapande devaient servir uniquement de main-d'œuvre pour des travaux n'exigeant aucune qualification professionnelle, tels le transport de bagages à dos d'homme, la coupe des noix de palmier à l'huile, pour le compte des sociétés exploitantes et les travaux des champs. I2. Mes études primaires. Étudier, pour pénétrer un jour le secret qui a permis aux Blancs d'être plus puissants. Après l'insurrection, nous avons continué à mener une vie plus ou moins tranquille jusqu'en 1933, l'année où j'ai eu ma première communion, le jour même où était venu au monde Théodore, le 3e enfant de mes parents, qui est décédé 4 ans plus tard. En cette année-là, j'étais en 2e année primaire. Au courant de la même année, un incident opposa mon père au révérend père Delard, successeur du père Dog, à la direction de la mission. Ceci, en raison de la participation de ce dernier au massacre des populations Bapande pendant l'insurrection. Cet incident décida mon père à quitter la mission. En effet, le père Delard, qui ne connaissait pas encore bien l'état d'esprit des Bapande, surtout après la lutte sanglante qui venait de se dérouler dans la région, réprimanda brutalement mon père devant ses élèves pour une erreur qu'un apprenti menuisier avait commise au travail en son absence. Il alla jusqu'à le déshonorer en lui portant la main sur la figure. Pour ce prêtre, mon père n'était d'ailleurs qu'un malheureux noir, qui ne méritait aucune considération. Mon père quitta donc la mission. En partant avec une partie de la famille pour notre village ancestral, il me dit : « Toi mon fils aîné, bien que tu n'aies que 8 ans, tu vas rester ici à l'école pour pénétrer un jour le secret qui a permis aux Blancs d'être plus puissants que nous, pour nous maltraiter ainsi. Une fois que tu auras pénétré ce secret et que tu l'auras possédé, il faudra immédiatement te débarrasser de leur emprise et les expulser de notre terre natale. » Il ajouta tout de suite après, une phrase significative : « Ce sont toujours les mêmes hommes qui nous poursuivent depuis notre lointaine terre. » C'est-à-dire depuis Luanda, en Angola actuelle. Expulsé de l'école à cause de mon père qui a quitté la mission. Une fois mon père parti, je suis resté pour poursuivre mes études avec ardeur, convaincu de découvrir un jour le secret auquel mon père avait fait allusion. Mais voilà qu'un jour tout se brise brusquement. Tous les espoirs s'effondrent. Que s'était-il passé ? Je vais à mon tour, à l'âge de 8 ans,
sentir sur ma tête peser la première injustice des colonialistes contre ma personne directement. En effet, ce jour-là, le père Delard passait en revue tous les élèves de la mission, pour savoir s'il n'y avait pas d'absents, qui automatiquement devaient être renvoyés de l'école. Il me trouva à ma place. Quel n'était pas son étonnement de me voir en ce lieu, alors que mon père avait quitté la mission, disait-il à son collègue, le père de Pierrepont. Ce dernier trouvait lui cela normal, même si mon père était parti de la mission. Mais je devais moi aussi quitter l'école, pour suivre mon père au village. Il s'ensuivit une discussion entre les deux prêtres, à laquelle je ne comprenais rien parce qu'elle se déroulait en français. Il en résulta la décision de m'expulser purement et simplement de l'école, et de me faire partir de la mission dans les 48 heures. Encore enfant, je ne pouvais rien opposer à cela. J'ai simplement pleuré amèrement. J'ai vidé les lieux pour rejoindre mon père 2 jours après. Arrivé à notre village de Kiumushigo, ma préoccupation était d'aider mes parents dans des petits travaux journaliers de ménage et autres. C'est ainsi que j'aidais ma mère, notamment en allant lui chercher de l'eau à la source et du bois pour la cuisine, en l'aidant à moudre du millet, du maïs et du manioc destinés à la préparation de la nourriture et même dans les travaux de champ. J'aidais mon père dans l'atelier de menuiserie qu'il venait d'installer pour son compte personnel. Mon père avait beaucoup d'occupations. Outre la menuiserie qu'il devait diriger et rendre rentable pour entretenir la main-d'œuvre qui y travaillait, il était engagé dans l'administration comme percepteur d'impôts de capitation, dans la chefferie. Il était en même temps sollicité par une société commerciale pour la vente en détail de certaines marchandises qu'elle déposait chez lui. En plus de son métier de menuisier, il exerçait aussi celui de tailleur. Ma réintégration à l'école primaire. L'année suivante, la colère du père Delard à l'égard de mon père s'était apaisée. Conscient qu'il ne pouvait s'agir pour moi d'autre chose que d'étudier, le père me fit réintégrer l'école. J'entrai alors en 3e année. Nous avions une vie très dure à mener. Nous devions subvenir nous-mêmes à notre propre alimentation, la mission ne pouvant nous donner que des carottes de manioc crues. Les travaux des champs étaient en bonne place dans le programme de la mission. Les élèves qui ne participaient pas aux travaux de champs étaient plus facilement expulsés de l'école que ceux qui s'absentaient des cours. D'ailleurs, ces cours n'étaient dispensés de manière irrégulière par des instructeurs qui étaient eux-mêmes pour la plupart des élèves de la dernière année, c'est-à-dire de la 4e année primaire. Ainsi par exemple, moi-même, élève en 3e année, je donnais des leçons de lecture en 1re année. L'insuffisance de nourriture et de vêtements pour se protéger contre le froid pendant la saison sèche provoqua en 1936 une épidémie de pneumonie et de dysenterie qui décima la population de la mission. L'épidémie était telle que le lieu était à 100% infecté. Ce qui amena les autorités ecclésiastiques à décider le transfert de la mission de Moaku à un endroit un peu plus éloigné, dans un endroit dégagé. C'est ainsi que fut fondée la mission de Kisanji, où nous devions aller poursuivre les études et achever la 4e année, qui constituait la fin du cycle autorisé par l'administration coloniale belge. Nous étions déjà en 1937. En cette même année, comme j'avais terminé 2e de ma promotion, j'étais retenu, avec 4 ou 5 autres élèves de ma classe, pour aller poursuivre les études à l'école centrale de Kikwit où fonctionnait déjà une école normale de cycle inférieur pour moniteurs. Pendant ce temps, la famille de mon père venait d'enregistrer d'abord une augmentation du nombre d'enfants avec la naissance en 1936 d'un garçon appelé Emmanuel, et puis une perte avec le décès de Théodore. La perte de ce garçon chéri causa une telle tristesse chez ma mère qu'elle pressa mon père à quitter le village ancestral pour aller s'installer près de Kikwit, dans le double but, d'une part de travailler et de soigner les enfants qui resteraient ainsi loin du mauvais œil des sorciers du clan, et d'autre part d'être plus près de moi qui allais cette année-là étudier à Kikwit afin de me venir en aide en cas de besoin. Très jeune à l'école de Kikwit. Il est petit aujourd'hui, mais il sera un grand homme demain. Le voyage de mon village jusqu'à Kikwit, je l'ai effectué avec mon père à pied sur une distance de 260 km. 11 nous avait fallu 4 jours de marche, à raison de 65 km en moyenne par jour. Avant d'intégrer l'école qui se trouvait à la rive droite du Kwilu, à la mission du Sacré-Cœur,
nous avons passé quelques jours avec mon père à la rive gauche du Kwilu, dans la cité de Kikwit. En ce lieu, je rencontrai un jour les amis de mon père qui commencèrent à se moquer de moi, en disant que j'étais vraiment trop petit pour entrer à l'école de Kikwit. En ce moment, j'avais 12 ans. Mon père, qui considérait plus les études que mon âge, leur rétorqua en ces termes : « Il est petit aujourd'hui mais il sera un grand homme demain. » Au mois de septembre 1937, j'entrai en 5e primaire dont l'instituteur titulaire était M. Jean Moulangandouci. L'établissement scolaire était tenu par les frères de la Congrégation de la Charité. La section des classes de 4e et de 5e était surveillée par un frère belge qui s'appelait Dosité. Outre notre instituteur, je me souviens de 3 autres qui enseignaient. Le premier en 5e A, M. Romain Mupopo, le second en 4e A, M. Casimir Malanda et le troisième en 4e B, M. Paul Nkouicha. La mission de Sacré-Cœur de Kikwit était dirigée par le révérend Père Lecoq. L'école débuta dans d'assez bonnes conditions pour moi. Mon père, pour être plus près du lieu de mes études, alla s'installer à Kimpata. Dans ce petit village des Bambala, situé à 10 km seulement de Kikwit, il ne reprit pas son métier de menuisier. Ainsi, les visites de mes parents devenaient plus faciles et je recevais en même temps la nourriture plus facilement de leur part, quand la mission n'en donnait pas suffisamment. Partir en vacances devenait également aisé pour moi, car je n'avais plus à parcourir des grandes distances à pied. Au cours de cette année scolaire 1937 à 1938, j'ai connu 3 phénomènes jamais vus ni imaginés auparavant. Le premier fut le survol à haute altitude de Kikwit par un avion. Le deuxième était relatif à l'installation de l'éclairage électrique dans le bâtiment des prêtres et dans l'église. Et le troisième consistait en la première projection d'un film muet à la mission pour des élèves. I3. Études au SEMINAIRES de KINZ, AMBI et de Maïdi. Choisi parmi les meilleurs élèves pour aller étudier à Kinzambi. Au milieu de l'année scolaire, il devenait impératif pour moi, comme pour beaucoup d'autres élèves des 5e et 4e, de donner une orientation définitive à mes études. 3 possibilités se présentaient à moi. Primo, entrer en 6e primaire à Kikwit même pour poursuivre ensuite les études d'instituteur à l'école normale de cycle inférieur pendant 3 ans. Secondo, aller en 6e primaire à Leverville pour se préparer à faire 4 ans d'études moyennes destinées à former des employés de bureau pour les secrétariats des administrations de l'État ou des différentes entreprises privées. Tertio, choisir de faire la 7e latine dans le but des apostrophes. Entrer au séminaire qui avait pour mission de former prêtres autochtones. À cette époque, seuls les prêtres étaient considérés comme des hommes possédant toute la science et le secret de la vie, avec la capacité de l'enlever ou de la rendre à volonté aux humains, parce qu'ils étaient les seuls qui correspondaient avec Dieu. C'est pourquoi j'avais alors choisi, répondant également au désir de mon père, de devenir prêtre pour qu'un jour, possédant cette puissance moi aussi, je puisse, si pas enlever la vie à tous les Blancs, ce que je croyais du moins, les chasser de la terre natale pour recouvrer la liberté et la paix qui ont toujours fait défaut à mes ancêtres depuis les terres lointaines dont mon père m'avait parlé. Pour pouvoir entrer au petit séminaire qui équivalait à un collège d'enseignement secondaire, je devais d'abord réussir à obtenir en 5e une moyenne de 70% des points sur toute l'année. C'est ce que je fis avec aisance. Je m'étais alors fait inscrire pour la 7e latine. Cette classe préparait les élèves, à Kikwit même, pour aller ensuite à Kinzambi, à 25 km, où il y avait un cycle complet des études secondaires, de la 6e latine à la rhétorique. Le père supérieur Lecoq accueillit avec enthousiasme et empressement ma candidature. Il m'inscrivit sur la liste des entrants en 7e, tout en me recommandant de beaucoup prier pour devenir un bon prêtre plus tard. Quelques mois après, l'année scolaire prit fin et les vacances commencèrent. Moi, je partis chez mes parents à 10 km de Kikwit. Ce fut un voyage facile et agréable, à pied, pour moi, par rapport à tous mes autres camarades d'école. Ceux-ci devaient parcourir aussi à pied des distances de 200 km pour les uns, de 500 km pour les autres, afin d'atteindre d'abord la mission de leur région, ensuite le village de leurs parents. Ce déplacement s'effectuait au risque et au péril de leur vie, car de multiples dangers les guettaient toujours à leur passage. Les brigands et les voleurs, les fauves des forêts et des savanes ainsi que des intempéries.
Aucun secours par véhicule pour les centaines d'enfants de la mission n'était envisagé par les missionnaires catholiques monopolistes de l'enseignement au Congo, alors que l'État leur accordait des subsides conséquents. Pendant les vacances, mon père, content des résultats que j'avais obtenus au concours et de ce que j'étais admis à entrer prochainement au séminaire, me proposa pour la première fois de ma vie un petit voyage d'agrément au centre industriel de Leverville. Ce voyage devait être instructif pour me permettre d'avoir une idée de la grande fabrique d'huile de palme qui s'y trouvait, et qui, pour fonctionner, a eu certes besoin de l'intelligence de l'homme blanc mais qui a aussi été l'occasion d'asservir la peuplade bapande ainsi que d'autres de la région. À Leverville, je fus émerveillé par cette usine où les noix en régime entier entraient d'un côté et sortaient sous forme d'huile de l'autre côté. Le port était bondé des bateaux de différents tonnages et dimensions qui, les uns ramenaient les noix coupées dans les environs de Leverville, les autres emportaient dans leurs soutes des cargaisons d'huile destinées à l'Europe via le port de Léopoldville. Au petit séminaire de Kinzambi, pour devenir prêtre et se mettre au-dessus de tous et communiquer directement avec Dieu. Voyant tout cela, une question me passa immédiatement en tête, question que j'ai eu vite soin de poser à mon père pour avoir une réponse précise. Je lui ai alors demandé : « Papa, est-ce vrai que pour arriver à inventer toutes ces machines qui travaillent seules comme la main de l'homme, il faut être prêtre ? Puisque les blancs que je vois là-bas ne portent pas des soutanes, sont-ils des prêtres déguisés ? » Brave chrétien malgré tout, mon père pressentit le doute qui courait déjà en moi sur l'omniscience des prêtres, au cas où il s'avérait que ces messieurs ne l'étaient pas. Mais mon père, en homme très sage, me tint ce discours. « Mon fils, tu vois, ce sont les prêtres qui dirigent et enseignent dans les écoles, tant ici qu'en Europe. Ces blancs qui ont inventé ces machines ont été les élèves des prêtres. Ils ont donc appris des prêtres ce qu'ils font actuellement, c'est dire que les prêtres connaissent plus que ce qu'ils ont livré à leurs élèves. Devenir prêtre donc, c'est se mettre au-dessus de tous avec cet avantage de communiquer directement avec Dieu. » Comme enfant, je fus satisfait de sa réponse et je me résolus fermement de devenir prêtre. Après les vacances, tous les candidats pour le petit séminaire furent réunis dans un petit quartier constitué de 4 bâtiments disposés en rectangle. Ce quartier était isolé de celui plus grand, où résidaient tous les élèves de l'école normale. Il s'appelait Nsimuanzi, parce que les 4 bâtiments étaient situés sous un grand arbre appelé Muanzi. À cet endroit, on procéda au choix des élèves qui pouvaient déjà avoir 16 ans d'âge et pouvaient passer directement en 6e latine à Kinzambi, car cette classe n'avait pas suffisamment d'élèves. Une fois terminé le choix, nous étions restés une vingtaine d'élèves pour commencer la 7e, avec Descamps comme professeur, un jeune grand séminariste qui effectuait son stage avant d'entrer en théologie. Le directeur de l'établissement demeurait le père Georges Lecoq, supérieur de la mission. Nous commençâmes les cours dans les conditions matérielles et morales relativement bonnes. Quelques mois après, le jeune grand séminariste, notre professeur, qui d'ailleurs n'est pas devenu prêtre, commença pour ainsi dire à nous torturer. En effet, la discipline à laquelle il nous soumettait n'en était pas une. Car pour un regard dehors à travers la fenêtre de la classe sans se déplacer du pupitre, il suspendait les cours pour l'élève incriminé qu'il expulsait de la classe pour un travail manuel d'une journée. Les punitions étaient parfois collectives pour une faute qu'un élève commettait par mégarde. Elles consistaient presque toujours à aller couper dans la brousse des bottes de paille qui devaient servir à couvrir normalement les toits des maisons, mais qu'il se plaisait à brûler. Malgré tous ces mauvais traitements, nous avions pu terminer l'année scolaire à 12 et nous avions été admis à poursuivre nos études à Kinzambi, en 6e latine. Revenons un peu en arrière, pour relever un événement qui s'est passé au cours de l'année scolaire 1938 à 1939. Cet événement, d'une très haute importance pour la vie dans laquelle nous nous étions désormais engagés, se rapporte au sacerdoce de 3 premiers prêtres congolais de la région du Kwilu. Les cérémonies y relatives devraient se dérouler en décembre 1938. Tout fut mis en œuvre dès le début de l'année dans tout le vicariat appelé à l'époque « Vicariat du Kwango », pour marquer ce fait historique. Sa portée n'était pas uniquement ecclésiastique, mais également politique. En d'autres termes, ces prêtres n'allaient pas seulement avoir une certaine égalité ecclésiastique avec leurs homologues blancs, mais ils allaient avoir aussi une certaine égalité dans leur rapport avec les laïcs blancs.
En effet, en tant que prêtres à part entière, il n'était pas concevable qu'ils ne puissent pas partager la même vie avec leurs homologues blancs qui, eux, entretenaient des rapports d'égalité civique avec les laïcs blancs. On voyait déjà pour nous un autre avantage, de type social, qui pointait à l'horizon. Il fallait devenir un prêtre catholique pour atteindre non seulement un niveau supérieur de formation et d'éducation, mais aussi un certain niveau de respect et d'estime de la part du blanc. À l'approche de ces cérémonies, nous fûmes choisis 4 élèves de 7e latine pour être des pages. Nous devions porter 2 à 2 les capa magna de 2 évêques consécrateurs. L'école normale avait la charge d'exécuter les chants religieux pour la cérémonie de ce jour-là. Au jour J, la mission de Kikwit était remplie de gens venus de tous les coins du vicariat. Un bateau fut même mis à la disposition de ceux qui venaient de l'autre rive du Kwilu, au départ de la cité de Kikwit administrative. Presque tous les Blancs de la ville de Kikwit étaient venus, avec leurs épouses et enfants, assister à la cérémonie. Celle-ci, à cause d'un grand nombre de gens qui devaient y assister, était prévue en plein air, dans une grande cour. Les évêques consécrateurs étaient NNSS. Delpiani, délégué apostolique résidant à Léopoldville, et Van Schingen, vicaire apostolique du Kwango résidant à Kinzambi. Nous, les 4 pages, étions avant la cérémonie conduits chez les bonnes sœurs de la charité dans leur couvent, pour nous habiller en tenue de circonstance. La sœur, chargée de nous vêtir, nous fit porter la vraie tenue des petites pages du Moyen-Âge qu'on retrouvait dans les cours des princes. Elle nous fit porter des culottes et des chemises en velours orange, des bérets identiques avec plumes d'autruche, de longs bas blancs et des souliers blancs que je portais pour la toute première fois. Elle alla même jusqu'à nous faire porter les gants sous une chaleur de 30 degrés Celsius à l'ombre. Nous ne nous sentions pourtant pas étouffés, parce que l'ambiance de la fête nous avait complètement captivés. Les prêtres qui allaient être ordonnés s'appelaient Éloi Moussongi, de Kikwit, Léon Nkama, de Leverville et François Ngara de Djouma. Vers 8 heures, les cérémonies débutèrent. Pendant que le cortège s'acheminait, du bâtiment des pères vers le lieu de l'ordination, j'ai entendu pour la première fois de la musique jouée par une fanfare, venue de Banningville et dirigée par le chef du centre extra-coutumier de cette ville, M. Honoré Dizazi. Cela m'avait beaucoup surpris et enthousiasmé. Le décor de la fête était tel qu'on se sentait dans un autre monde, un monde irréel. Les cérémonies ont duré plus de 4 heures pour se terminer vers 12h30. Après le déjeuner, il y eut dans la cour du bâtiment des pères, l'exécution de différents jeux, chansons et danses folkloriques pour la circonstance. La foule était très enthousiaste. Enfin, la journée se termina par une action de grâce. Le lendemain, nous devions assister à une grande messe solennelle célébrée par M. l'abbé Éloi Moussongi, originaire d'un village de la circonscription de Kikwit, assisté par les 2 autres abbés. Ainsi s'acheva le second grand événement de ma vie. Après les grandes vacances que je devais passer, pour une bonne partie, à la mission avec les séminaristes venus de Kinzambi, j'ai rejoint mes collègues à Kinzambi pour entamer la 6e latine. À cette époque, la situation en Europe se dégradait. L'Allemagne hitlérienne menaçait de faire la guerre aux autres pays. À nous, les pères venaient dire que si cette guerre éclatait, ce serait la fin du monde et qu'il fallait beaucoup prier pour que cela ne puisse survenir. Mais malgré nos bonnes prières, le 1er septembre 1939, Hitler attaquait la Pologne. Quelque temps après, la France et l'Angleterre, par solidarité avec la Pologne, entraient en guerre. Je devais ainsi commencer mes études secondaires en même temps que la guerre. Le petit séminaire de Kinzambi se trouvait au bord de la rivière Kwilu et à mi-chemin entre Kikwit et Leverville, à 9 km de la grande route reliant les 2 cités. Le petit séminaire préparait les élèves à devenir des prêtres. À Kinzambi fonctionnait également un autre établissement d'études secondaires, destiné, lui, à former des frères religieux. Ces 2 établissements étaient dirigés par le père supérieur Joseph Gouffens, qui avait à sa disposition 4 professeurs en plus de lui-même. La concession de Kinzambi était repartie en 4 quartiers, celui des professeurs, celui des élèves frères, celui des séminaristes des classes terminales et des élèves âgés de 16 à 21 ou plus, et enfin celui des séminaristes des classes inférieures et dont l'âge variait entre 12 et 15 ans. Il y avait en tout 6 classes disposées dans 2 longs bâtiments, l'un en face de l'autre avec une cour de gymnastique entre les 2.
Les bâtiments de classe, avec leurs grandes cours pour les jeux, formaient un quartier à part au centre de l'agglomération où tous, élèves et professeurs, séminaristes et frères, se rencontraient pour les cours. Quant à la petite église du séminaire, elle se trouvait près du bâtiment des pères professeurs. Entre les différents bâtiments de la concession, étaient aménagés de larges passages qui s'entrecoupaient en formant des figures carrées et rectangulaires semées de pelouse et clôturées par divers arbres fruitiers. L'ensemble donnait à la concession l'aspect d'une ferme parfaitement entretenue. Le terrain sur lequel étaient construits les bâtiments du séminaire avait une superficie de 20 hectares environ. Le reste de la concession était couvert soit des champs que les élèves labouraient, soit de brousses et de forêts. À côté, à 500 mètres du séminaire, se trouvait un petit village très ancien, Kinzambi, nom qui fut donné au séminaire à sa fondation. À mon arrivée, à l'instar de tous les autres élèves de mon âge, je fus installé dans le quartier des petits. Cette séparation de quartier entre grands et petits ne répondait qu'aux critères du développement physique individuel. L'appartenance à une classe donnée liée aux études n'était pas de mise. Les repas se prenaient en commun dans un même réfectoire, qui se trouvait dans le quartier des grands. À part ce réfectoire commun, les dortoirs, les salles de récréation et celles de toilette étaient séparées et définissaient précisément les deux quartiers. Une autre séparation en fonction des âges était faite au niveau de la rivière, au lieu aménagé pour le bain et la natation. Il était organisé en effet, 3 petits beachs séparés entre eux seulement par 2 clôtures en rameaux de palmier, empêchant de voir à travers. Les grands séminaristes ou postulants frères devaient occuper la partie en amont. Les moyens séminaristes ou aspirants frères, âgés de 15 à 17 ans, devaient occuper la partie centrale, et les petits occupaient la partie en aval. En ce qui concerne l'horaire suivi au séminaire, celui-ci se présentait comme suit. Les cours commençaient habituellement chaque année, à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre, après les grandes vacances dont un mois devait se passer au séminaire, à cultiver les champs. Une retraite de 3 jours, pendant laquelle il était strictement interdit de parler les uns aux autres, précédait l'ouverture des classes. L'année scolaire était divisée en 3 trimestres, comprenant environ 3 mois chacun. À la fin de chaque trimestre, il y avait des épreuves. Des concours oraux pour le premier et le 3e trimestre et des examens écrits pour le 2e trimestre. Les explications de tous les cours se donnaient en français, que nous apprenions d'ailleurs en même temps que le latin, si bien que notre effort devait être double. Comprendre une matière donnée dans une langue qu'il faut en même temps apprendre la matière. La semaine de cours était de 5 jours effectifs de 8h30 d'occupation journalière, dont 5h30 pour les cours effectifs, 2 heures pour l'étude de révision et 1 heure pour la gymnastique, la récréation entre les cours et le sport. Elle débutait le lundi, avec le réveil à 5h du matin, sur une oraison reprise à haute voix en latin par un grand séminariste stagiaire devant la porte du dortoir, qui l'entr'ouvrait, et à laquelle nous répondions par une autre oraison en nous levant d'un bond de nos lits. À genoux, chacun à côté de son lit, récitait une petite prière du lever du matin, dressait son lit et courait immédiatement après, en direction des salles de toilette distantes de 200 mètres environ. Après, nous entrions à l'église. Au début de la messe, nous avions 30 minutes de méditation et d'examen de conscience. À la fin, vers 6 heures, de la messe, dite basse, nous sortions de l'église pour nous apprêter à prendre le petit déjeuner. Avant cela, nous avions environ 15 à 20 minutes pour mettre de l'ordre et la propreté dans le dortoir, les salles de récréation et la cour. Ensuite, nous nous rendions tous, petits et grands, au petit déjeuner dans un même réfectoire. Le petit déjeuner durait 30 minutes au maximum. Le repas était préparé par 2 cuisiniers engagés par le séminaire à cette fin, mais il était servi à table par les séminaristes du quartier des Grands. Le petit déjeuner terminé, chacun lavait la vaisselle et la remettait à sa place avant de sortir. À 7 heures, on sonnait l'entrée en classe pour 1 heure d'études préparatoires aux leçons. À 8 heures, les professeurs arrivaient et les cours commençaient. Ceux-ci, y compris les pauses récréatives et sportives, prenaient fin à 11h30. À 11h45, nous nous rendions tous à l'église pour la méditation et les prières individuelles et ce, jusqu'à 12h, l'heure à laquelle nous récitions tous ensemble l'Angélus avant d'aller au réfectoire pour le repas du midi. Après le déjeuner, nous nous rendions tous obligatoirement à la rivière Kouilou pour la baignade.
En étaient dispensés seuls ceux chez qui l'infirmier avait constaté une fièvre de plus de 38 degrés Celsius. La rivière se trouvait à plus de 2 kilomètres du séminaire. Nous devions nous dépêcher pour la baignade, car à 14 heures sonnait la cloche pour la récitation du chapelet entier à travers les allées de la concession, et cela pendant 15 minutes. À 14h15 débutait une petite session d'études de 15 minutes en attendant l'arrivée des professeurs. Les cours recommençaient à 14h30 et se terminent à 16h. Puis, nous nous rendions tout de suite après aux différents travaux manuels jusqu'à 17h. Ensuite, nous prenions 15 minutes dans les salles de toilette, et nous nous rendions immédiatement au terrain de jeu. À 18h, on sonnait la fin des jeux et le début de la révision des matières vues, qui prenait fin à 19h. De l'étude, nous passions directement au réfectoire pour le repas du soir qui durait 30 minutes environ. Nous disposions encore de 30 minutes de détente avant d'aller à l'église pour les prières d'action de grâce, les complis, à l'issue desquelles nous nous rendions directement au dortoir. La semaine scolaire comportait 2 après-midi libres. L'un, le mercredi, qui était consacré à la promenade dans la nature pour se rafraîchir l'esprit, et l'autre, le samedi, qui était, lui, consacré au travail manuel, de 14h30 à 17h. Pour les dimanches et les jours fériés, l'horaire était le même, à l'exception des leçons et des travaux manuels. Les jours des grandes fêtes, les visites réciproques dans les quartiers étaient autorisées entre séminaristes et frères et entre grands et petits. C'est-à-dire chacun pouvait se rendre dans un quartier qu'il voulait, et parler avec qui il voulait. À certaines occasions, une fois par mois, une grande excursion était organisée. Nous sortions tous alors du séminaire pour une promenade d'une journée entière. Nous amenions à cet effet la nourriture nécessaire pour le déjeuner dans la nature. Une discipline et des règles de vie austères. Au sujet de la discipline, le petit séminaire de Kinzambi, dirigé par le révérend père Joseph Gouffens, devenu évêque par la suite, était l'une des meilleures maisons de formation des aspirants à la prêtrise au Congo d'alors, si pas la meilleure. En effet, la discipline qui s'y appliquait a véritablement formé le caractère de nombreux jeunes gens du Kwilu qui y sont passés. En même temps que la dévotion spirituelle et la morale religieuse, cette fameuse discipline, instaurée par le père Gouffens, visait la formation du caractère de l'individu en tant qu'être appelé à vivre en société et à se respecter vis-à-vis des autres. Ainsi, à Kinzambi, la discipline et le respect d'autrui constituaient les 2 éléments qui consacraient la valeur morale d'un bon élève, après qu'il ait donné satisfaction du côté purement intellectuel. Il était donc strictement interdit de manquer à quelque exercice que ce soit, sans une autorisation préalable du supérieur lui-même. Personne ne pouvait se permettre de venir en retard, où que ce soit. Dans le domaine scolaire, l'horaire était tellement bien formé que les retards pour aller en classe étaient quasi inexistants. On était presque toujours aux abords des classes quand le signal pour aller en classe était donné. Le silence en classe, en présence du professeur ou non, était très rigoureux et quasi religieux. Personne ne pouvait s'adresser à autrui, sans raison d'étude. Et si cela s'avérait nécessaire, à voix basse seulement. Dans le domaine spirituel, il ne fallait jamais s'absenter à la messe quotidienne ni manquer à tous les exercices spirituels. Les confessions étaient de rigueur, le mercredi de chaque semaine. Dans le domaine moral en général et éducatif, il était strictement interdit de proférer la moindre injure à l'endroit de son prochain, sous peine d'être renvoyé immédiatement du séminaire. Il était défendu d'avoir des amitiés particulières avec un autre élève, ou avec un professeur. Il était également interdit de se toucher mutuellement le corps, sans raison médicale. À l'exception de l'eau à boire, rien ne pouvait être pris en dehors des heures de repas et hors du réfectoire. Rien n'appartenait à personne en propre. Les promenades se faisaient en équipes de 4 élèves, chacune dirigée par un chef. Ces équipes, en cours de promenade, ne pouvaient pas nouer des conversations entre elles, sauf au point de rencontre de toutes les équipes pour le déjeuner, quand il s'agissait d'une excursion de longue durée. Pendant les promenades, les séminaristes étaient interdits d'avoir des conversations avec des passants et surtout de serrer la main aux femmes. En rapport avec ces interdictions, on encourait facilement la peine de l'expulsion pure et simple, si l'on avait déjà eu 1 ou 2 avertissements du supérieur. En guise de premier avertissement, il arrivait qu'un élève reçoive quelques coups de fouet.
Le fouet était fait de plusieurs lanières de cuir liées ensemble à une manche. Outre qu'il servait de punition, le fouet était généralement réservé uniquement aux élèves qui, volontairement, voulaient se mortifier pour des raisons spirituelles. Un enseignement rigoureux. S'agissant de la façon dont l'enseignement était dispensé, les professeurs étaient répartis dans les classes selon les cours qu'ils avaient à donner. Il n'y avait pas de professeur titulaire d'une classe, à l'exception de la 6e latine dont les élèves étaient nouveaux et ne pouvaient pas suivre facilement les différents professeurs. Pendant que les leçons étaient dispensées, aucun élève n'était autorisé de prendre des notes. Tous devaient suivre attentivement les explications du professeur, mais ils pouvaient poser des questions sur les aspects de la matière qui n'étaient pas compris. Le soir, pendant l'heure d'étude, chaque élève, muni seulement de son ardoise et d'une touche, devait répéter par écrit le résumé de toutes les leçons enseignées au cours de la journée. Au cas où un élève n'arrivait pas à résumer convenablement une leçon donnée, c'est qu'il ne l'avait pas bien assimilée. Il devait alors en prendre note pour demander au professeur la reprise de la partie de cette matière non comprise, le lendemain, dès le début du cours. Par contre, il était interdit de posséder des cahiers de notes. Seuls étaient tolérés les livres d'élèves des matières à étudier, et les cahiers destinés aux devoirs exigés par les professeurs pour vérification des connaissances. Les examens avaient lieu à la fin de chaque trimestre. Ils étaient oraux ou écrits. Ils portaient sur toutes les matières étudiées au cours du trimestre ou sur celles de toute l'année scolaire, quand il s'agissait du 3e trimestre. Généralement, le premier trimestre était consacré aux examens oraux que l'élève devait passer pendant 10 minutes sur une matière déterminée à l'avance, et cela en présence de tous les professeurs de l'établissement. La liste des élèves était confectionnée en fonction du nombre de matières sur lesquelles portaient les examens. Chacun d'eux devait les passer à l'heure indiquée. L'objectif visé par cette épreuve était d'amener l'élève à prouver au jury ses capacités intellectuelles et sa rapidité à trouver les réponses ainsi que leur formulation correcte. Il s'agissait aussi d'apprécier la tenue générale de l'élève, face à un jury très rigoureux. Ce genre d'examen contribuait incontestablement à former le caractère d'homme, puisqu'il permettait aux élèves d'être capables de se maîtriser et de garder leur sang-froid devant des situations bouleversantes. Dès l'âge de 12 ou 13 ans, nous devions affronter les regards parfois menaçants des professeurs au cours de ce genre d'épreuve. Au 2e trimestre, étaient toujours organisés les examens écrits dans des conditions de chance égales pour tous. Ces examens s'étendaient sur toutes les matières vues, pour permettre à chaque élève de se classer au mieux par rapport aux autres. Les examens écrits étaient généralement longs et difficiles. Ils déterminaient en somme l'avenir scolaire de l'élève. Au 3e trimestre, les examens oraux de 15 minutes venaient clôturer l'année sur une note de passage d'une classe à l'autre ou d'expulsion pure et simple pour incapacité à poursuivre les études. La possibilité de redoubler une classe n'existait pas. Par contre, il était permis de sauter une classe au profit de la suivante pour un élève qui se montrait exceptionnellement intelligent. Après le petit séminaire de Kinzambi. Comme il existait à Kinzambi 2 types d'élèves, à savoir les séminaristes et les postulants, les études s'achevaient aussi de 2 façons différentes. Les postulants, c'est-à-dire des élèves qui étaient destinés à devenir des frères religieux, présentaient des examens de fin d'études devant un jury composé des professeurs de l'établissement et d'un représentant de l'État, pour l'obtention du diplôme d'enseignement dans les écoles primaires et dans les 3 années de cycle inférieur des études secondaires. Les séminaristes, quant à eux, présentaient des examens à la fin de la rhétorique, comme de coutume, devant un jury des professeurs qui jugeaient de leur capacité d'aller au grand séminaire pour les études de philosophie, d'abord, et de théologie ensuite. Les postulants, ayant obtenu leur diplôme, devenaient novices pour 1 an après une cérémonie d'investiture. Après l'année de noviciat, ils prononçaient les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance pour devenir alors membres de la congrégation des frères joséphites Ukwango. Leur tâche principale était d'enseigner dans les établissements scolaires. Pendant toute la période de mes études à Kinzambi, j'avais connu le personnel enseignant suivant. Père Joseph Goufens, Père supérieur. Abbé Éloi Moussongi, prêtre congolais. Père Tromont, prêtre belge. Père Déhay, prêtre belge.
Monsieur Servet, grand séminariste stagiaire belge. Monsieur Moll, grand séminariste stagiaire belge. Monsieur Dazenois, grand séminariste stagiaire belge. Monsieur Antoine Ouawa, régent congolais. En 6e latine, mes professeurs étaient l'abbé Éloi Moussongui, qui était dans la première année de sa prêtrise, et le père Tromont. Comme collègues de classe dont les noms me reviennent, j'avais Hubert Bondo, Robert Lozo, Octave Capita, Sébastien Matadi, Hugo Fell, Étienne Mioka, Oscar, etc. Suite à la Deuxième Guerre mondiale qui venait d'éclater, beaucoup d'élèves, présentant des doutes quant à la chance de pleine réussite de leurs examens, furent renvoyés de leurs classes respectives. Malgré les restrictions imposées par la défaite de la Belgique en mai 1940 et le renforcement de la discipline, je terminai la 6e latine en juillet 1940, avec des notes moyennes me permettant d'entrer en 5e latine l'année suivante. Les grandes vacances qui devaient nous permettre de rendre visite à nos parents furent supprimées, cette année-là, à cause de la guerre mondiale. Nous étions tous obligés de rester au séminaire pour cultiver les champs, et nous devions en même temps faire des sacrifices, dans l'esprit de mortification comme l'imposait le Père supérieur, en vue de soutenir la Belgique, la mère patrie qui souffrait de cette guerre. Après ces vacances mornes, j'entamai la 5e latine tout en habitant le quartier des Petits, parce que j'avais encore 15 ans. L'année scolaire 1940 à 1941 se termina tout aussi bien que la précédente. Je fus admis en 4e latine. Les grandes vacances qui, cette fois, furent passées hors du séminaire, dans des missions d'origine et auprès des parents, furent réconfortantes. Rentrée des vacances, je fus placé dans le quartier des moyens et grands, parce que j'atteignais alors 16 et 17 ans au cours de la période 1941-1942. À partir de cette époque, j'ai connu des moments de tribulation et de difficultés de tout genre. En 4e latine, à 16 à 17 ans, je me suis aperçu que physiologiquement d'abord quelque chose avait changé en moi. Comme tous les autres garçons de cet âge, je commençais à sentir qu'il me fallait attirer une affection spéciale des autres et leur rendre aussi à mon tour la même affection. Mais quoi, et avec qui exactement cela devait se faire? Je n'arrivais pas à me le préciser. Malgré les bons conseils et les orientations du Père supérieur Gouffens, les petites rêveries pendant les heures de leçon et d'études m'assaillirent vivement mais moins fréquemment parce que c'était le début. C'est alors que, pour un certain temps, le Père Gouffens me proposa de m'infliger à moi-même en sa présence quelques coups de fouet pour me mortifier, comme évoqué plus haut. Chaque fois que je sentais les pulsions augmenter en moi, je devais aller me donner une nouvelle séance de flagellation. Cependant, en dépit de ces bonnes préventions, l'éveil de la nature s'acharnait en moi avec ses tentations curieuses envers la femme qui était pourtant loin de ma portée. Tout cela ne m'avait pourtant pas empêché de franchir avec succès le cap de la 4e latine. Un jour, le Père Gouffens, qui était lui-même professeur des mathématiques en 4e latine, nous donna un problème difficile à résoudre. Comme pendant l'heure des exercices, aucun d'entre nous n'avait pu trouver la solution. Il nous demanda à tous de travailler pendant l'étude du soir, afin d'obtenir à tout prix la réponse et de la lui présenter le lendemain, à l'heure du cours. Le soir venu, pendant l'étude, je pris mon ardoise et ma touche et je retranscrivis les données du problème. Après, je me mis à réfléchir sur la réponse à donner, mais sans écrire quoi que ce soit sur mon ardoise et même sans avoir une pleine conscience de la réflexion que je menais. Et puis, instantanément, je m'aperçus que j'avais la réponse en chiffres. Je la notai calmement sur mon ardoise. Voulant ensuite reproduire sur l'ardoise le processus qui m'avait conduit à obtenir cette réponse, j'en étais incapable. Lassé et n'étant même plus sûr de la justesse de la réponse notée, parce que je ne retrouvais plus la marche suivie par mon intelligence, je laissai les choses en l'état pour en parler le lendemain avec le professeur. Arrivé au cours le dit lendemain, le professeur demanda à chacun de nous de monter à son petit tableau collé au mur de la classe pour présenter le travail fait pendant l'étude. Nous allâmes chacun à son tableau. Contrairement aux autres élèves qui n'avaient ni processus ni réponse exacte, j'écrivis seulement ma réponse telle que je l'avais trouvée la veille. Le Père Gouffens, en parcourant tous les tableaux, trouva que j'étais le seul qui avait la réponse juste. Il m'invita en conséquence d'aller au grand tableau pour expliquer cette réponse à d'autres élèves. Au tableau noir, devant mes camarades, je ne sus pourtant pas par où commencer. Le père professeur s'emporta et me traita de tout,
en menaçant de me mettre à la porte du séminaire au cas où j'étais tricheur. Finalement, après avoir réfléchi quelques secondes sur le fait que j'étais le seul élève à avoir trouvé cette réponse et qu'il ne pouvait s'agir de tricherie de ma part, il se calma et se mit lui-même à expliquer et à montrer le processus à suivre pour cette réponse. C'est en ce moment-là que j'arrivais à retrouver le chemin que j'avais suivi inconsciemment, jusqu'à la réponse. Ce n'est que le soir, après avoir examiné la chose sous tous les angles, que le père Gouffens me convoqua chez lui, afin de me questionner sur ce fait exceptionnel. Il me dit en conclusion que ce phénomène rare était du domaine de l'intuition, accessible seulement à quelques privilégiés de l'humanité. Si d'aventure j'en faisais partie, ce n'était pas une raison de me fier à cette voie, au point de ne plus faire un effort de chercher à prouver par la voie analytique ce que j'aurais découvert par intuition. Un autre fait saillant mais plutôt triste, le décès de mon père. Un dimanche l'après-midi à 14h, heure du chapelet, je me dirigeais de notre quartier vers l'église en récitant mon chapelet. M'étant approché de l'église, je vis les pères Gouffens et Tromont qui me regardaient en causant sous la véranda de leur bâtiment situé à quelques pas de l'église. Le père Tromont me fit signe en m'invitant auprès d'eux. Dès que j'y arrivais, le père Tromont s'éloigna et le père supérieur Gouffens demanda de le suivre dans sa chambre. Au lieu dit, il me fixa pendant quelques secondes du regard qui semblait me dire assurément « Sois fort mon garçon, car ce que je vais te dire tient pour tout ton avenir. » Après ce regard qui me fit croire en cela, il me posa d'abord la question de savoir si j'avais appris que mon père était par hasard malade. Je lui répondis que non. Alors, il tira sous les papiers entassés sur sa table une lettre que ma mère m'avait envoyée. Dans la missive, elle m'annonçait le décès de mon père, survenu au village de Kanzangala, où il était allé s'occuper de son élevage. J'encaissai le coup, mais je me tins courageusement debout, sans pleurer pendant qu'il me lisait la lettre. Quand il m'eut remis celle-ci, je pris congé de lui et continuai calmement à réciter mon chapelet sans pleurer. Le chapelet terminé, comme c'était un dimanche, il était prévu déjà un match de football auquel je devais prendre part parce que je m'étais déjà fait inscrire l'avant-midi dans l'équipe qui devait jouer dans l'après-midi. À 14h30, tout le monde, père professeur, séminaristes et frères, était rassemblé en spectateurs aux abords du terrain de football. Il aurait suffi que je parle de la nouvelle triste du décès de mon père au bidel, c'est-à-dire au premier parmi nous, pour qu'il me dispense de jouer. Je préférais ne pas le lui dire, pour que personne parmi les élèves ne le sache et que je ne fusse amené à m'attrister davantage jusqu'à pleurer devant les collègues. Si je l'avais fait, j'aurais donné l'impression d'être un être faible qui s'abat facilement devant la première épreuve triste de ma vie. Paul Munganga, qui est devenu prêtre, notre bidel d'alors, demanda à tous les joueurs de monter sur le terrain et d'entamer le match. J'y suis allé, et j'ai joué avec entrain sans donner le moindre soupçon aux autres qu'à ce moment où je jouais, je cachais une triste nouvelle dans mon cœur. Le jeu fut tellement bien mené par les nôtres, que le match se termina par la victoire de notre équipe. Mon attitude étonna singulièrement le père Gouffens. Après le jeu, je continuais à me tenir comme d'habitude à l'égard de mes collègues. Au réfectoire, je mangeais comme d'habitude sans éveiller les soupçons de personne. Ce n'est qu'à 20h, heure des prières du soir à l'église avant d'aller dormir, que le père Gouffens annonça à tous les élèves le décès de mon père. Il déclara en même temps qu'étant donné que mon père était un chrétien fidèle, le séminaire offrirait le lendemain matin une messe de requiem pour le repos de son âme. À la sortie de l'église pour aller au dortoir, Paul Munganga, notre bidel, s'approcha de moi. À voix basse pleine de compassion, il me demanda si je venais moi aussi d'apprendre cette nouvelle à cet instant-là seulement. Non, lui répondis-je. Je l'avais déjà apprise à 14h, pendant la récitation du chapelet. Surpris par mon attitude, il me dit instinctivement. Et avec ça, vous avez pu jouer tout à l'heure au football comme si de rien n'était. Je lui répondis simplement. Il le fallait bien, pour que vous et les autres ne sachiez rien avant que le Père supérieur lui-même n'annonçât la nouvelle à tout le monde. Sinon vous auriez pu me rendre ainsi plus triste en l'apprenant par moi. Sur ces entrefaites, nous sommes entrés au dortoir. Dans mon lit, seul avec ma conscience, je me mis alors à pleurer mon père intérieurement dans le silence de la nuit. Au matin,
après m'être lavé la figure, je repris ma place parmi mes collègues ainsi partout avec la même sérénité que la veille. Je gardai ce rythme pendant 1 semaine, le temps nécessaire pour voir mon émotion et mes pleurs de la nuit s'atténuer. Entre-temps, nous nous approchions de la période des examens écrits du second trimestre. Avec l'événement triste que j'avais connu, le père Gouffens craignait que je ne puisse échouer au concours. Mais non, j'obtins les meilleurs résultats de l'année contre toutes les prévisions pessimistes. Une fois l'année scolaire terminée, nous étions partis en grandes vacances. Je retrouvai ma mère dans une situation déplorable. Opérée à l'hôpital de la mission protestante de Vanga, où elle s'était rendue quelques mois auparavant en compagnie de mon père avant sa mort. Elle ne s'était pas encore remise complètement de cette opération. À ce souci s'ajoutait le décès de mon père et les tracasseries endurées de la part des frères du défunt. Elle était très affectée d'autant plus que ces derniers ne lui avaient jeté dans les bras que ses 2 jeunes enfants, Marie et Emmanuel, et rien de plus. La maison où elle vivait avec mon père était détruite selon la tradition, et tous les biens emportés par mes oncles paternels. Ma mère, devant une pareille situation, ne pouvait pas continuer à vivre dans ce petit village où elle n'aurait pas trouvé les moyens de subsistance pour elle et ses enfants. Elle alla donc acquérir à la cité de Kikwit une concession et put, au bout de quelque temps, y construire une maison par ses propres ressources provenant de son commerce de vin de palme au marché de Kikwit, boisson qu'elle allait acheter chaque matin chez les tireurs de vin dans la forêt. Quand j'étais arrivé pour les vacances, elle habitait à Kikwit Cité. Je ne pouvais pas aller passer mes vacances de 8 jours auprès d'elle à Kikwit Cité, parce que le règlement du séminaire nous interdisait de passer les nuits dans des cités de ce genre. Elle me proposa ainsi d'aller passer ensemble les 8 jours de vacances au village de Kimpata, où se trouvait son jeune frère, Georges Mbogo et 4 anciens esclaves de mon père. Nous y étions allés avec tous les membres de la famille. J'y vis encore l'emplacement de la maison, où nous vivions joyeusement avec mon défunt père. Mais en remarquant cette absence et en sentant un vide au sein de la petite famille, je sentis en même temps surgir en moi d'une manière vague le sens de la responsabilité qui m'incombait désormais vis-à-vis de ma mère démunie et de mes 2 jeunes frères et sœurs. Bientôt, l'idée d'abandonner les études, pour aller chercher du travail dans les sociétés afin de soigner ma famille, me monta à la tête. Mais je ne dis rien à ma mère. Je ne savais d'ailleurs pas si elle accepterait mon idée, parce qu'elle connaissait les vœux de mon père au sujet de mes études que, pour rien au monde, je ne pouvais abandonner avant d'avoir pénétré le secret de la puissance des Blancs. Finalement, après mûre réflexion, j'optai pour la continuité de mes études. Les 8 jours de vacances terminés, ma mère, mon frère et ma sœur regagnèrent la cité, et moi la mission de Kikwit où avec les autres, je devais passer le reste des vacances et rejoindre ensuite Kinzambi. Arrivé à Kinzambi, on estima que nous avions tous bien travaillé pendant l'année. C'est pourquoi on nous fit monter tous de classe de la 4e latine à la 2e latine, en sautant la 3e latine. Nous commençâmes donc la 2e latine à 9 élèves, 6 venus de la 4e et 3 autres venus de la 3e. Une autre mésaventure, pourquoi notre colonie ? Un jour, en 2e latine, j'avais posé une question pourtant raisonnable au père Gouffens lui-même. Cette question a failli me faire renvoyer du séminaire au cas où je serais un mauvais élève. Comme je l'avais déjà dit plus haut, à chaque reprise de leçon le lendemain par le professeur, les élèves qui avaient des éclaircissements à obtenir, les demandaient au début de la leçon. Ce jour-là, je voulais avoir une précision sur le titre d'un livre traitant du Congo sous tous ses aspects. Le titre du livre était « Notre colonie ». Moi, pendant l'étude, lisant et relisant ce titre, j'avais fini par mener mon petit raisonnement que j'avais exposé au professeur, espérant obtenir des explications plus claires. Le livre de César que nous avons lu en latin en 4e année parlait des guerres et de ses conquêtes en Europe, c'est-à-dire la Gaule, la Germanie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, etc. César appelait ces pays les colonies romaines, parce que selon les explications même de nos professeurs, ces pays avaient fait la guerre à Rome. Battus, ils étaient assujettis aux exigences de leurs vainqueurs. Mais pourquoi, sur la couverture de ce livre qui parle du Congo, est-il écrit « Notre colonie » au lieu de « Notre pays » ? À qui ce livre est-il véritablement destiné ? À d'autres que nous ?
Dans ce cas, qui sont-ils ceux-là? Pourquoi doivent-ils considérer notre pays comme leur colonie? Avions-nous dans le passé mené une guerre contre leur pays? Quand? Mais en quoi leur sommes-nous assujettis? Et jusqu'à quand? Cette pluie de questions dont à l'époque encore coloniale, je ne pouvais pas mesurer la profonde portée politique, troubla singulièrement le père supérieur Gouffens. Celui-ci d'abord me fixa silencieusement, avec un regard de tigre blessé pendant un court moment. Puis, il se domina avant de me répondre évasivement. Pour lui, le mot de colonie ici n'avait pas le même sens que lui donnaient les Romains qui, eux, étaient des païens. Le mot colonie pour nous chrétiens signifie évangélisation et civilisation chrétienne. Nous vous apportons en effet par le mot colonisation l'évangélisation et les bienfaits de la civilisation chrétienne. La Belgique ne demande rien en retour au Congo, pour ses bienfaits, renchérit-il. Malgré ces explications données sur un ton mielleux, je ne me suis rendu compte que j'avais abordé quelque chose de sérieux qui avait troublé l'atmosphère et qui ne tarderait pas à faire peser sur moi. Je commençais déjà à cet instant à regretter d'avoir posé ces questions qui ne m'avaient d'ailleurs pas apporté de réponse satisfaisante. Le soir de ce même jour, pendant l'étude, je fus convoqué chez le père supérieur Gouffens. Arrivé chez lui, il me fixa de nouveau, longuement cette fois-ci. Sans doute, il essayait de découvrir un quelconque indice qui pouvait lui permettre de dire que ces questions n'étaient pas venues de moi, mais de quelqu'un d'autre qui m'aurait travaillé pendant les vacances. Il commença ainsi par me poser la question de savoir si, pendant les grandes vacances, je n'avais pas rencontré à Kikwit Cité certains Européens athées qui m'auraient entretenu à ce sujet. Je lui répondis que non. Et puis, il me posa une autre question qui n'avait aucun rapport avec le sujet qui nous occupait. On dit que les pères vont la nuit chez les sœurs religieuses, sais-tu cela? J'avais souvent entendu des gens qui racontaient les avoir eux-mêmes vus, mais pour ne pas m'attirer encore une autre affaire que je ne saurais pas prouver, je répondis par la négative. Alors, il commença à développer à mon intention le même thème qu'en classe, et il termina en me demandant de recevoir quelques coups de fouet pour me mortifier. Il me dit à la fin de beaucoup prier la Sainte Vierge Marie, pour que désormais, de mauvaises idées ne me conquièrent plus. Sinon, la porte du séminaire se refermerait derrière moi. Il termina son discours, en me priant de m'en aller et de bien étudier les vérités qui nous étaient enseignées au séminaire. Quand je sortis de chez le père Gouffens, j'aspirais une grande bouffée d'air parce qu'en y entrant, je m'attendais au renvoi pur et simple du séminaire. Cela d'autant plus que nous connaissions déjà un cas similaire, mais dans le domaine religieux, où notre collègue postulant Pierre Moulélé fut renvoyé de l'école de Kinzambi pour avoir posé au même père Gouffens la question suivante. Comment pouvait-on expliquer physiquement la conception de l'enfant Jésus sans que sa mère, Marie, n'ait eu de rapport sexuel avec un homme? Après cet incident qui a failli me coûter le renvoi contre mon gré, je devins désormais très réservé pour poser des questions embarrassantes. Ainsi, jusqu'à la fin de mes études au petit séminaire de Kinzambi, j'évitais de poser encore des questions pouvant me faire attirer la colère du supérieur Gouffens. Celui-ci de toutes les façons m'aimait et m'estimait beaucoup, d'autant plus qu'il me connaissait depuis mon enfance, du fait que mon père avait travaillé à Kikwit sous ses ordres. En rhétorique, dernière classe du cycle, je me conduisis en élève très exemplaire pour ne pas rater mon admission l'année suivante en philosophie au grand séminaire de Maïdi. Aux derniers examens comptant pour cette admission, j'obtins 70% des points. Au grand séminaire de Maïdi. Ma demande d'aller en philosophie au grand séminaire de Maïdi fut acceptée par le vicaire apostolique du Kwango, Monseigneur Van Schingen. Je passais les grandes vacances en préparant fébrilement ce départ. À la fin des vacances en famille, ma mère me remit 300 francs pour me permettre de m'acheter des petits objets d'utilité personnelle. Je rentrai alors à Kinzambi, pour y rejoindre mes collègues de classe avec qui nous devions faire le voyage jusqu'à Maïdi, en passant par Léopoldville. À Kinzambi, après avoir reçu du père Gouffens les dernières recommandations sur la façon de nous comporter aux études supérieures, nous entreprîmes, au mois de septembre, le voyage par un bateau de la Société des Huileries du Congo belge, HCB, qui partait de Leverville à Léopoldville en 12 jours. Ce voyage, bien que long et difficile, quant aux conditions d'hébergement à bord du bateau,
était autrement plus intéressant et instructif pour moi, car j'étais pour la première fois mis devant certaines réalités vivantes de notre pays. En effet, le long de 4 cours d'eau que notre bateau avait parcourus, le Kwilu, le Kwango, le Kasaï et le Congo, j'ai pu voir l'exploitation humaine et économique que la Belgique exerçait dans notre pays sous les saints noms de colonisation et civilisation chrétienne. Sous prétexte d'efforts de guerre, les agents coloniaux faisaient travailler 2 à 3 fois plus qu'il ne fallait, ceux qu'ils appelaient indigènes, et leur payaient 2 à 3 fois moins. La spoliation des richesses se faisait à une cadence rapide. Arrivés à Léopoldville, nous y avions séjourné seulement pendant 2 jours. Au 3e jour, nous avions pris le train pour gagner la gare d'Inkese, passage obligé pour rejoindre Maïdi, qui se trouvait à 12 km de la mission catholique de Kisantu, tout près de la voie ferrée. Maïdi est un institut catholique d'études supérieures, destiné à la formation des cadres supérieurs autochtones. À l'exception de quelques cours d'approfondissement de certaines matières que nous avions déjà étudiées au petit séminaire mais que l'on dispensait encore une fois de plus, les branches principales qui formaient l'ossature des études étaient la philosophie idéaliste et la théologie. La philosophie était enseignée sur une période de 3 ans et la théologie, sur 4 ans, précédée d'une année de régence et clôturée par l'ordination sacerdotale. Les étudiants étaient donc repartis en 2 camps suivant les sections. D'une part, il y avait ceux qui étudiaient la philosophie, appelés de ce fait philosophes et considérés comme des laïcs se préparant à la théologie, et d'autre part ceux qui étudiaient la théologie, considérés déjà comme membres du clergé. Les étudiants qui terminaient les 3 années de philosophie avec succès devaient passer un an de stage, appelé « année d'épreuve », dans une des missions du vicariat d'origine, avant d'être admis en théologie. Chaque étudiant, pour y être admis, devait, en plus de l'appréciation donnée par le supérieur de la mission où il avait passé l'année de stage, introduire encore une demande expresse pour entrer en théologie auprès de l'évêque de son vicariat. À Maïdi était érigé l'un des 4 grands séminaires du Congo. Situé au Bas-Congo, dans la même ancienne province de Léopoldville que le Kwilu, il recevait les candidats provenant des vicariats tenus par les pères jésuites du Kwango et de Kisantu, par les pères Obladi-Pamou et par les pères rédemptoristes de Matadi. Il était composé d'un seul grand immeuble à 1 étage, surmonté de 2 tours dont la plus grande servait de bibliothèque de l'Institut. Le bâtiment était construit sous forme d'un grand rectangle d'environ 100 mètres de long et 50 mètres de large, dont l'un des côtés était relié par un corridor à la chapelle. L'occupation du bâtiment se présentait de la manière suivante. La partie du milieu était réservée aux salles des cours, au rez-de-chaussée, et aux appartements des professeurs à l'étage. L'aile gauche du bâtiment comprenait au rez-de-chaussée les appartements des théologiens devenus prêtres et ceux ayant reçu déjà les ordres mineurs et majeurs, et à l'étage, les dortoirs des théologiens subalternes et des philosophes. L'aile droite du bâtiment comportait, au rez-de-chaussée, une grande salle d'études pour tous les philosophes et une autre grande salle qui servait de lieu de récréation pour tous les étudiants théologiens et philosophes. Et à l'étage, une grande salle destinée à la fois aux cours de sciences et aux conférences pour les philosophes. À côté de celle-ci, il y avait une autre salle pour les différents travaux manuels exécutés par les philosophes. Le bâtiment était construit sur une colline qui dominait la route reliant Kisantu au petit séminaire de Lemfu. Autour du bâtiment, il y avait une cour qui se terminait par un petit bois plein de serpents venimeux. Ce bois couvrait les versants de la colline et s'étendait jusqu'à la vallée qui constituait la limite de la concession du séminaire. Au fond de la vallée, il y avait un grand jardin d'arbres fruitiers appartenant au séminaire et un bassin de natation aménagé dans un petit ruisseau. Dans la cour, on trouvait 2 terrains de sport, l'un pour le football et l'autre pour le volley-ball. Comme annexe à l'ensemble du bâtiment, étaient construites une cuisine et les salles des douches ainsi que les WC. Tous les étudiants, théologiens et philosophes, avaient un réfectoire en commun séparé de celui des professeurs. Au grand séminaire, l'année scolaire comprenait, comme au petit séminaire, 9 mois de cours et 3 mois de vacances répartis suivant les 3 grandes fêtes religieuses. 2 semaines pour celle de Noël, 2 semaines pour celle de Pâques et 2 mois pour celle de l'Assomption à partir du 1er août. La semaine des cours était répartie comme suit. Le lundi, les cours étaient organisés toute la journée.
Le mardi, les cours étaient donnés l'avant-midi et ne l'étaient point l'après-midi, afin de permettre aux étudiants de faire la lessive pour la semaine. Le mercredi, il y avait cours toute la journée. Le jeudi, on était libre toute la journée au lieu du dimanche. Cette journée était alors consacrée à faire de la promenade hors de la concession du séminaire. Le vendredi, les cours emplissaient toute la journée. Le samedi, il y avait également cours toute la journée. Le dimanche, après la sortie de la grande messe célébrée à l'intention des chrétiens des villages environnants dans une église située à 500 mètres du séminaire, on avait quelques cours d'ascétisme et de perfectionnement dans différentes branches des sciences. À la fin de chaque trimestre, qui correspondait à chacune de 3 grandes fêtes religieuses citées plus haut, les examens oraux étaient organisés pour l'ensemble des étudiants en philosophie et en théologie. Ils ne portaient que sur les matières principales, c'est-à-dire celles relatives à la philosophie et à la théologie. À chaque trimestre, il n'y avait donc qu'un seul examen de 10 à 15 minutes pour chaque étudiant. Les cours se donnaient en latin et les examens se passaient en principe également en latin, mais certaines explications pouvaient se donner en français dans les 2 cas. Je suis arrivé à Maïdi en 1944, au mois de septembre, quand la guerre mondiale, devenue plus aiguë, prenait un tournant favorable pour les Alliés. Au mois d'octobre, j'allais avoir 19 ans d'âge. Les cours commencèrent en ce mois, après 5 jours d'une retraite sévère, au cours de laquelle on ne pouvait entendre sa propre voix que pendant les prières. Nous fûmes aussi, nous les nouveaux arrivants, vêtus en tenue de philosophe, qui était constituée d'une chemise à manches longues, d'un pantalon, d'une veste et de chaussures. La chemise devait être enfilée dans le pantalon, qui était de même couleur que la veste. Celle-ci avait 4 boutons qui devaient être fermés jusqu'au cou. Au grand séminaire de Maïdi, avec de nouveaux diacres et théologiens, 1947. À la même époque de la rentrée, s'organisaient des cérémonies d'investiture de nouveaux théologiens et de sous-diacres. Nous commençâmes les cours avec le père Morchaud, professeur agrégé en philosophie. Ce dernier était tellement versé en philosophie, au point qu'il devenait incompréhensible pour tous ceux qui voulaient apprendre de lui quelque chose dans ce domaine. Ainsi je fis la première année de philosophie avec beaucoup de difficultés dues, en grande partie, à ce que je ne comprenais pas convenablement ce professeur, et en partie parce que je rêvais un peu pendant les cours comme cela arrive souvent aux jeunes adolescents, si bien qu'au 2e trimestre je dus recommencer mon examen. Après ce malheureux coup, je m'étais ressaisi définitivement jusqu'à la fin de la philosophie. Aucune fois encore je n'eus à recommencer un examen. Au début, notre classe comptait 20 étudiants, dont 8 venus du petit séminaire de Kinzambi, y compris moi-même, et 12 autres venus du petit séminaire de Lemfou, dans le Bas-Congo. Je me souviens encore de quelques-uns de mes condisciples. Ceux qui étaient venus de Kinzambi s'appelaient Boalundu Daniel, Kapita Octave, Kimananzimbu Stanislas, Lozo Robert, Makula Longin, Massieta Ernest, Nyoka Étienne. Quant à ceux qui provenaient de Lemfou, je retiens encore quelques noms. Gonda Gérard, Mavuela Joseph, Mbambu Ignace, Ndongala François, Mboma Joseph, Nsila Joseph, Nlandu Simon et Nzeza. En 2e année, nous eûmes comme professeur le père Keller. En 3e année, suite au retard de l'arrivée au Congo de notre nouveau et jeune professeur, le père Collen, recteur de l'Institut, assura les enseignements durant un trimestre. Pendant ces 3 années consécutives de philosophie, nous, ressortissants des vicariats autres que celui de Kisantu, n'allions pas en vacances dans nos régions et familles, parce que celles-ci étaient trop éloignées, et cela devait occasionner beaucoup de DON6 pour effectuer le déplacement aller-retour. Tandis que nos collègues de Kisantu avaient, à chaque fin d'année scolaire, 15 jours de vacances en famille. Pendant ce temps, nous dissipions notre chagrin avec de multiples divertissements dans les installations du séminaire, en attendant le retour de ceux qui étaient partis en vacances dans leur famille. Dès leur retour, nous passions ensemble le reste des vacances à la campagne. Cette pratique, bien que discriminatoire en soi, a en fait contribué à raffermir le moral des jeunes garçons qui devaient supporter ce genre de privation sans se plaindre. Pendant ces 3 années de philosophie à Maïdi, mes rapports avec tous les autres étudiants, tant philosophes que théologiens, furent excellents. J'étais toujours bien vu par n'importe quel étudiant,
parce que je m'efforçais moi aussi de comprendre chacun d'eux et de ne retenir de lui que ses qualités. Je créais toujours autour de moi une atmosphère de gaieté et de fair-play. De ce fait, je fus aimé de beaucoup d'étudiants qui voulaient m'avoir souvent en leur compagnie, au jeu, en promenade. Je suis même arrivé un peu par fantaisie à apprendre de monsieur l'abbé Xavier Makengo de Kisantu, à réparer les montres de poche et les réveils, parce que cet ecclésiastique me trouvait intéressant, intelligent et serviable. C'est ainsi qu'il me fit profiter de ses connaissances dans cette matière, pendant que beaucoup d'autres collègues voulaient en savoir quelque chose mais n'y ont pas eu accès. Les petites et grandes vacances se passaient à la campagne, située à une dizaine de kilomètres du séminaire. À cet endroit était construit un campement en matériaux semi-durables. Plusieurs maisonnettes, disposées en une seule rangée qui se terminait, à un bout, par une grande maison servant de réfectoire et de salle de conférence et à l'autre bout par l'église et la maison des pères. Les séminaristes, aussi bien les philosophes que les théologiens, étaient installés dans ces maisonnettes par groupe de 8 et par ordre alphabétique. Chacune de ces maisonnettes comportait 2 pièces, l'une servant de dortoir et l'autre de salle de repos ou d'études pour ceux qui le voulaient. Pour distinguer les maisonnettes les unes des autres, leurs occupants leur donnaient un nom significatif. Ainsi, celle qui était occupée par 7 ressortissants de Kinzambi et un de Lemfu avait été appelée rue des Athées. Ce nom fit sensation au milieu des théologiens et des prêtres. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi nous, croyants catholiques en formation au séminaire, pouvions nous permettre une telle dénomination. En tant que philosophes, nous expliquâmes que nous n'admettions aucune explication basée sur la foi. Nous n'étions donc pas censés croire à la véracité de la religion. Nous nous considérions jusqu'à preuve du contraire comme des athées. Par conséquent, nous n'acceptions pas chez nous des théologiens qui, eux, par profession, croyaient à la vérité religieuse. Notre distraction à la campagne consistait à faire de longues promenades dans les villages environnants, à pratiquer la nage dans une petite rivière, surtout pendant la période de crue, et à aller à la chasse aux écureuils, sous le bois, au moyen d'arcs et de flèches que nous fabriquions. En 1945, quand j'étais encore en première année de philosophie, la guerre mondiale avait pris fin. Nous avions eu plusieurs visites des personnalités éminentes de la Belgique. C'est ainsi que, à Kisantu, nous avions eu l'occasion de voir le prince régent Charles, frère du roi Léopold III, qui effectua une visite officielle au Congo. À Maïdi même, nous avions reçu la visite du gouverneur de la Banque du Congo belge, M. Paul Charles, venu assister à l'ordination de son fils, Joseph Charles, devenu prêtre jésuite pour le compte du vicariat du Kwango. Il convient de noter que pendant la période de la guerre mondiale, les jeunes stagiaires qui terminaient leurs 3 ans de scolastica au Congo, et qui ne pouvaient pas regagner la Belgique pour y faire la théologie, étaient envoyés à Maïdi pour y poursuivre leurs études. I4. Marais Jones à la mission catholique Beno. Retour à Kikwit, après mes études à Maïdi. En juillet 1947, j'achevais mes études de philosophie. Je devais alors, comme mes autres collègues, me rendre dans mon vicariat pour recevoir une affectation dans l'une des missions où je devais montrer mes capacités pour le travail apostolique. Les préparatifs du voyage terminés, nous quittâmes Maïdi par la route, en passant par Popokabaka, Kenje, Yaza jusqu'à Leverville. Nous étions embarqués à 13 dans un camion, assis au-dessus de nos bagages. 6 prêtres abbés et 7 philosophes. La route était très longue et difficile à certains endroits. De Maïdi, nous étions passés par la mission de Kimvula, à travers une région très accidentée, et nous nous étions arrêtés à Popokabaka, au bord de la rivière Kwango, pour y passer la nuit. Le lendemain matin, après avoir assisté à la messe dans l'église de la paroisse, nous étions repartis sur Kenje où nous devions prendre un autre camion qui nous emmena à Yaza. À cette deuxième étape du voyage nous attendaient tous les fidèles de la mission et des villages environnants. Ils étaient venus assister à la première messe solennelle que devait célébrer le nouveau prêtre qui nous accompagnait, Monsieur l'abbé François Mouboti. C'était donc un dimanche. Après cette cérémonie, on nous invita à visiter la mission et ses réalisations, tant chez les garçons que chez les filles de l'école ménagère. Après le déjeuner, notre groupe fut dispersé à partir de ce lieu dans différentes directions du vicariat. Les prêtres qui étaient venus avec nous
reçurent l'ordre de rester à Yaza en attendant les consignes pour leur affectation dans diverses missions. 2 philosophes, Stanislas Kimananzimbu et Ernest Massieta, reçurent l'injonction d'aller directement dans leur mission de Djouma. Nous autres, le restant du groupe, avions pris place à bord d'une camionnette qui nous conduisit à Leverville où nous étions arrivés à 18h30. Le lendemain, 2 d'entre nous, Octave Capita et Robert Lozo, restèrent à Leverville, leur lieu d'origine. Les 3 derniers du groupe, Longin Makula, Étienne Nyoka et moi, nous nous étions embarqués à bord d'un petit bateau des HCB. Huileries du Congo belge, pour Kikwit où nous étions arrivés à la tombée de la nuit. Nous étions déjà en août. Une semaine après notre arrivée à Kikwit, ma mère, mon frère Emmanuel et ma sœur Marie, à qui j'avais déjà rendu visite plusieurs fois à la cité de Kikwit, étaient venus me rejoindre à la mission du Sacré-Cœur pour que nous nous rendions ensemble au village de Kimpata, où travaillait encore Kapusa, l'un des esclaves de mon père, afin d'y passer mes 15 jours de vacances en famille. Mes 2 autres collègues, Makula et Nyoka, ne pouvaient malheureusement pas se rendre en famille parce que leur région d'origine était trop éloignée de Kikwit, à environ 300 km. Ils avaient dû rester à Kikwit pour passer leurs vacances en attendant la date de notre rencontre à Kinzambi, pour connaître nos affectations respectives. Reçus à Beno par les religieuses, étonnés de voir un fils Pande, de la tribu qui s'était révoltée contre les Blancs. À la fin de mes vacances en famille, je les avais rejoints, et ensemble, nous étions partis à Kinzambi. Dès que nous y étions tous présents, le père inspecteur des écoles nous donna d'abord pendant une semaine une instruction théorique sur le travail qui nous attendait. Puis nous étions reçus chacun à son tour par le père supérieur de la mission qui assurait l'intérim de l'évêque en soins médicaux en Europe. Il m'affecta, ainsi que Ernest Massieta, à la mission de Beno, située au bord de la rivière Kwilu près de Banningville. L'affectation obtenue, je rentrai le lendemain à Kikwit pour y attendre l'arrivée de mon collègue Ernest qui devait venir de Djouma. Comme ce dernier n'avait pu arriver à Kinzambi quand nous nous y trouvions, j'étais obligé de m'apprêter pour rejoindre notre poste d'attache. Après avoir attendu vainement Ernest, j'ai dû prendre seul le bateau, dont le capitaine s'appelait Joseph Kidiata, qui me débarqua à Beno, au début du mois de septembre de l'année 1947. Les élèves de la mission qui m'avaient accueilli au débarquement me conduisirent directement chez le père supérieur de la mission, un vétéran de l'époque de Léopold II. Il s'appelait Tankay. Il me reçut très cordialement, mais avec un peu d'appréhension parce que je paraissais trop jeune pour le travail à accomplir. Pourtant j'avais presque 22 ans. Comme tous ses autres collègues, plus jeunes que lui, se trouvaient en tournée évangélique dans les villages des environs, le père Anquet était resté seul à la mission. C'est ainsi qu'il me proposa de rester avec lui jusqu'à l'arrivée de mon collègue Ernest Massieta. Le temps aussi d'arranger notre logement, à nous 2 qui étions des régents appelés à partager la vie des prêtres. J'occupais ainsi provisoirement la chambre de monsieur l'abbé Antoine Wawa, qui était lui aussi en tournée. Dans l'après-midi du jour où j'étais arrivé, le père Anquet m'emmena visiter la mission. Arrivé dans le quartier des filles, nous nous sommes dirigés chez les sœurs de Saint-André pour que je fasse connaissance avec elles. Dès que le père leur dit que j'étais un Mupende, elles se sont exclamées presque toutes à l'unisson en apprenant que j'étais de cette tribu. La sœur supérieure se permit de me demander maladroitement « Est-ce qu'il y a aussi des Bapandes au séminaire ?» Je lui répondis que j'en étais un et qu'il y en avait un bon nombre en théologie sur le point de terminer leurs études et de devenir des prêtres. Elles s'étonnèrent encore plus de ce que je venais de leur apprendre, et qu'elles ne pouvaient jamais imaginer. En effet, pour elles et pour de nombreux Belges, la tribu Pande était à jamais maudite, suite à la révolte qu'elle mena en 1931 contre le pouvoir colonial et du fait qu'elle avait versé le sang d'un blanc, assassiné au début de cette révolte. Voir donc, maintenant, les fils de cette tribu devenir instruits et prêtres, cela devait sans doute dépasser leur entendement. Néanmoins, elles me souhaitèrent bon succès dans mon travail. Quelques jours après, Ernest arriva à son tour, et nous fûmes installés là où nous allions vivre désormais pour travailler. Nous étions ainsi logés comme suit. Notre salle à manger et notre bureau de travail se trouvaient à l'extrémité de la véranda d'un bâtiment de classe, fermé en bambou. Notre chambre à coucher était située entre un bâtiment de classe et le dortoir des élèves.
Dans cette chambre étaient disposés pour nous 2 petits lits en bois. La cuisine, tenue par un élève, était faite à l'extérieur sous une véranda. Notre nourriture était à base de denrées locales, principalement de la farine de manioc que les filles des sœurs de Saint-André apprêtaient pour nous, de la viande fraîche provenant de la chasse ou du bétail de la mission, dont la conservation au frais se faisait chez les sœurs, pour elles, pour les pères et pour nous. Et il y avait aussi du café noir. Régent de l'école primaire. Dans la première quinzaine du mois de septembre, tous les élèves étaient revenus de grandes vacances et la mission se réanima. Les classes ouvrirent leurs portes. Je fus alors chargé de diriger spécialement l'école, tandis que mon collègue Ernest devait s'occuper particulièrement des ouvriers de la mission. L'école primaire que je devais diriger comportait 5 classes, de la LER jusqu'à 5e primaire. Après cette année, un petit nombre d'élèves de bonne qualification étaient envoyés pour poursuivre leurs études dans les écoles centrales de Kikwit, de Kinzambi ou de Leverville. Les autres étaient renvoyés dans leur village. Quand j'en avais pris la direction, cette école fonctionnait dans un désordre indescriptible. Les élèves étaient massés à 50 ou 60 par classe. La plupart d'entre eux ne répondaient pas aux critères exigés par la direction centrale des écoles du vicariat. Ils étaient trop âgés et incapables de fournir un effort intellectuel valable. Les instituteurs étaient également pour la plupart médiocres. En sus, le programme de matières scolaires était de niveau inférieur par rapport à celui qui était établi par l'enseignement du vicariat. Il était d'ailleurs élaboré, sur la base de celui que la sœur directrice avait conçu pour l'école des filles, si bien que les garçons, qui terminaient la 5e année primaire à Beno, étaient incapables de suivre les cours en 6e année à Kikwit, à Kinzambi ou à Leverville. Les locaux même des classes étaient très sales et poussiéreux. L'horaire des cours était tronqué au bénéfice des travaux des champs. Quant à la discipline, elle n'existait pas. Les élèves allaient en classe, chacun quand il le voulait et à l'heure qui lui convenait. Sur l'ensemble de la mission, régnait un laisser-aller chez tout le monde. Le règlement n'y était observé qu'à moitié. Bien que cela fût défendu, sous peine d'expulsion de l'école, les garçons et les filles se rencontraient non dans des endroits secrets mais chez les garçons, dans les cabanes leur servant de lieu de repos, et cela au vu et au su de leurs instituteurs qui souvent y prenaient aussi une part active. Ces rencontres avaient toujours lieu entre 19 et 20 heures quand il faisait déjà sombre. En ce qui concerne la santé des élèves, la mission ne faisait rien qui puisse leur garantir de bonnes conditions d'études. La chikwang, fabriquée par les filles des sœurs, était inconsommable, car elle était très dure à l'intérieur et parfois amère à cause des feuilles de forêt utilisées pour leur emballage. Alors que la mission obtenait de l'administration coloniale des subsides pour les vêtements de tous les élèves, seules les filles recevaient des habits. Rien n'était donné aux garçons pour se vêtir. Ces derniers étaient continuellement obligés de recourir à leurs parents, déjà pauvres, pour obtenir un peu d'argent, leur permettant non seulement de s'acheter de quoi manger mais aussi de quoi s'habiller. Par contre, si par malheur un élève venait à perdre sa houe ou sa machette de travail, le père supérieur lui faisait payer cet outil sans pitié. Un élève qui, par mégarde, arrachait un rameau à un des palmiers plantés le long des allées de la mission, se voyait infliger une amende en argent ou être expulsé de l'école. La mission, elle-même construite dans une forêt à moitié taillée et au bord de la rivière Kwilu, donnait l'aspect d'un lieu sombre. Elle n'était pas bien entretenue, et les mouches tsetse sévissaient en grand nombre au bord de la rivière qui n'était qu'à quelques mètres. C'est dans ce climat que je devais passer en principe une année de régence, au terme de laquelle, si tout allait bien, je devais regagner Maïdi pour la théologie cette fois-là. Dès l'instant où nous allions nous mettre au travail, ma décision fut prise, où je réussis à redresser à tout prix cette situation, s'il y a de la bonne volonté de la part du Père supérieur de la mission et de ses collègues, ou en cas de manifestation de la mauvaise foi de la part des pères, je cesse d'aller plus loin dans la voie sacerdotale. Je commençai par dresser un plan en 3 points. 1. Rétablir à tout prix l'ordre et la discipline sur l'ensemble des activités de la mission. 2. Élaborer un nouveau programme scolaire conforme aux exigences de l'enseignement conçu et suivi par les écoles centrales du vicariat. 3. Amener la direction de la mission à s'occuper sérieusement du bien-être matériel des écoliers. Mon plan fut d'ailleurs approuvé par mon collègue Ernest, qui y mit du sien pour sa réussite.
Le règne de l'ordre et de la discipline. Comme les écoliers et les travailleurs avaient pris l'habitude d'arriver partout en retard, je pris les mesures suivantes, selon les activités. Pour se rendre à l'église, après qu'on ait sonné la grande cloche appelant pour la messe du matin 5 minutes après, je faisais mettre tout le monde en rang par deux à partir du dortoir. À mon premier coup de sifflet, chacun devait abandonner toute activité et courir vers les rangs. 1 minute après le deuxième coup de sifflet, tout le monde devait être dans les rangs et garder un silence absolu. Celui qui n'était pas encore dans les rangs se mettait de lui-même à côté, en attendant sa punition. Au troisième coup de sifflet, tout le monde s'acheminait directement vers l'église. Après la messe, qui se terminait généralement vers 6h30, les élèves se rendaient à leur foyer pour préparer leur repas. À 7h, on sonnait pour le début des cours. Tous les élèves, sans distinction, devaient se rendre non pas en classe, mais à l'église, pour y suivre la leçon de religion donnée par le père supérieur de la mission, en quai. Ce dernier discourait parfois pour son propre plaisir pendant 2 heures. Pour entrer en classe à toute heure de la journée, la même procédure était en vigueur. Mais au lieu de se mettre en rang hors de l'enceinte de l'école, les élèves n'y étant qu'à quelques pas, couraient simplement au premier coup de sifflet et formaient les rangs devant l'entrée de leur classe. Au deuxième coup de sifflet, tout le monde se taisait, et celui qui n'était pas encore arrivé devant sa classe restait immobile là où le coup de sifflet l'avait surpris. Au troisième coup, les élèves pouvaient alors entrer en classe. Pour instaurer définitivement l'ordre et la régularité, j'ai dû infliger la punition corporelle à 3 ou 4 élèves qui étaient arrivés en retard, les 2 premiers jours. Cette correction consistait à les frapper durement en présence de tous les autres élèves, avec une liane durcie au soleil que nous appelions l'oukodi, avant que tout le monde n'entre en classe. 11 ne m'avait fallu que ces 2 fois-là pour que tout le monde, élèves et instituteurs, sache désormais à quoi s'en tenir. Pour obtenir de tels résultats, et le plus rapidement possible, j'adoptais une attitude de fermeté dans l'exécution des décisions. Je ne transigeais pas avec l'application des règlements. J'agissais plus en commettant des actes qu'en prononçant des simples paroles. Personne ne pouvait me voir rire ni converser avec les élèves ou les instituteurs au sujet des banalités. Ma voix ne se faisait entendre que lorsque je devais parler de quelque chose qui avait une certaine utilité scolaire. Il régna alors ordre, discipline et obéissance, de sorte qu'il devint plus aisé de travailler et d'appliquer un nouveau programme scolaire. Le père Anquet lui-même fut surpris et étonné de voir qu'en si peu de temps, en 1 semaine tout au plus, j'étais arrivé à instaurer l'ordre et la discipline chez des élèves considérés jusqu'alors comme des anarchistes et des indisciplinés. De son côté, mon collègue Ernest faisait autant avec les travailleurs. L'élaboration d'un nouveau programme scolaire. Il n'existait pas, comme je l'ai dit plus haut, un programme pouvant permettre de préparer les élèves à s'adapter aisément aux enseignements dispensés dans des écoles centrales du vicariat. Celui qui était en vigueur correspondait plutôt au niveau des écoles de filles, et encore. Après avoir pris connaissance de ce programme, écrit d'ailleurs sur des lambeaux de feuilles de papier volant, je les déchirai et les jetai au feu. Je pris alors un cahier, et y rédigeai un nouveau programme conforme aux directives reçues du père Clemens, inspecteur des écoles du vicariat. Avant la mise en œuvre de ce programme, je dus d'abord fixer le nombre d'élèves à 25 par classe. Ensuite, je les sélectionnai suivant l'âge et le niveau intellectuel. Les élèves jugés incapables et ceux qui étaient trop âgés devaient aller rejoindre les rangs des travailleurs qui attendaient le baptême. Il y avait même en 3e primaire des élèves qui avaient comme moi, l'âge de 22 ans. Ces derniers avaient parfois des fiancés qui les attendaient, chez les sœurs, pour le mariage. Pionnier de l'époque de Léopold II, le père Anquet les gardait à l'école plus pour grossir le nombre d'élèves et d'obtenir davantage des subsides de l'État que pour leur donner une formation quelconque. Après avoir opéré moi-même cette sélection sévère, je constituais à côté d'autres classes, une classe d'élèves plus doués et moins âgés, en vue d'une formation accélérée et plus complète. Ces élèves choisis étaient par ce fait, orientés déjà vers les écoles centrales. Cette sélection concernait seulement les classes de première, de deuxième et de troisième année. Une fois terminée, je me chargeais moi-même de donner les cours principaux en troisième année, pour être sûr d'obtenir des résultats tangibles escomptés, étant donné que l'instituteur titulaire de la classe n'était nullement à la hauteur de la tâche.
Je devais ainsi donner en français les cours de mathématiques, de français et d'analyse, en dépit de l'opposition du père Anquet. En effet, ce dernier prétendait que les élèves ne comprendraient rien de toutes ces leçons trop savantes. En outre, il estimait que ma tâche était plutôt de diriger l'école et de contrôler les instituteurs et non pas d'enseigner à leur place. Je persistais à le faire, parce que je savais qu'il y allait de l'intérêt des élèves, mes compatriotes. D'autres considérations n'avaient pas de place pour moi. Après un trimestre de travail acharné, les résultats au concours de Noël furent à ce point satisfaisants que le père Anquet n'en revenait pas. Il me pria aussitôt d'aller voir la sœur directrice de l'école des filles, afin d'envisager également ce qu'on pouvait entreprendre ensemble dans ce domaine pour les filles. Ce succès s'était étendu aussi dans le domaine des chansons. En effet, le père Anquet avait cherché à nous persuader que les petits noirs de la mission, ou plutôt les petits Bayanzi, étaient incapables de chanter correctement une chanson quelconque qui n'était pas composée dans la langue de leur tribu, surtout si celle-ci était polyphonie. Je refusai immédiatement de souscrire à une telle idée, puisque j'étais noir moi aussi. Et si moi, j'avais pu apprendre à chanter les chansons qui ne sont pas les nôtres, et même à les chanter mieux que certains Européens, je ne voyais pas pourquoi une chanson bien enseignée ne serait pas comprise et bien chantée par les petits Bayanzi. Pour réfuter ces allégations, basées uniquement sur le complexe de supériorité des Blancs, j'avais choisi pour faire une surprise à tout le monde à la fête de Noël, des chansons à 3 ou 4 voix, apprises au séminaire, afin de les faire chanter par ces mêmes petits Bayanzi. Je dois avouer que la tâche ne fut pas facile. Mais avec les méthodes que j'avais utilisées, je suis parvenu à des résultats qui émerveillèrent et égayèrent toute l'assistance à la messe de Noël, plus particulièrement les sœurs religieuses. Celles-ci me félicitèrent et m'avouèrent, après la messe, avoir eu l'impression durant la cérémonie d'être dans une église d'Europe, tant cette chorale composée de petits Bayanzi que je dirigeais avait bien exécuté des chansons parfois complexes dans leur composition. Elles me demandèrent comment je m'y étais pris pour produire ce miracle, jamais vécu à la mission de Bénaud depuis sa fondation. Je leur répondis simplement que je connaissais mes frères, parce que j'étais un des leurs, et de ce fait je savais quelle méthode utiliser pour obtenir ce que je voulais d'eux. Quant au matériel didactique, l'école manquait presque de tout. Les manuels scolaires étaient en morceaux, certaines pages manquaient au livre. Un livre était souvent utilisé par 2 ou 3 élèves à la fois. Les ardoises étaient tellement usées qu'il était difficile aux élèves d'écrire dessus quelque chose qui soit lisible. Même les touches manquaient, alors que la mission pouvait se procurer tout cela à un prix dérisoire à la librairie du vicariat se trouvant à Baninville. Mais le vieux père Anquet ne trouvait aucune utilité pour dépenser l'argent à cette fin. Pour l'y contraindre, il avait fallu un jour que nous, les 3 responsables des écoles tant à la mission que dans les villages, à savoir un jeune père dont j'oublie le nom, monsieur l'abbé Antoine Wawa et moi, décidions de tout entreprendre à son insu, commander le matériel didactique nécessaire pour l'ensemble des écoles, réceptionner ce matériel, se le partager avant qu'il ne s'en aperçoive et lui refiler la facture bien après pour paiement. C'est ce qui fut réalisé. Selon les instructions scolaires du vicariat, chaque école devait, pour des raisons d'hygiène, avoir à proximité des installations sanitaires et pour de raisons d'apprentissage, un jardin pour la pratique des leçons d'agriculture reçues en classe. À Bénaud, le père Anquet prétendait que les forêts qu'il faisait abattre par des élèves pour les champs de manioc et de maïs à plus de 5 km de la mission, constituaient bien le jardin botanique scolaire recherché. Quant aux installations sanitaires pour ce même prélat, c'était la forêt que les élèves devaient utiliser, comme des animaux, répandant les excréments partout. Sur mon insistance, j'obtins seulement que les installations sanitaires soient aménagées. Quant à leur utilisation, il me dit une chose qui me choqua beaucoup. Les installations construites ne seront pas utilisées par les élèves immédiatement. Nous attendrons l'arrivée du père inspecteur des écoles pour les lui faire voir seulement, et lui montrer qu'elles existent, sic. Lorsqu'il sera annoncé à Bénaud, nous enverrons quelques gosses les utiliser au besoin, mais entre-temps, les élèves peuvent continuer à courir dans la forêt comme les cochons, sic. Je n'avais pas réagi à l'instant, mais j'avais pris seulement bonne note pour mettre la puce à l'oreille du père inspecteur au bon moment,
parce que je sentais que ce vieux prêtre cherchait à m'accuser de tous les péchés quand l'inspection se ferait. L'école n'avait pas non plus de terrain de jeu, étant donné que cette pratique ne pouvait pas être admise par ce même vieux prêtre. Les élèves ne connaissaient que les travaux de chant, pendant la majeure partie du temps, et quelques 3 heures de cours seulement. J'avais discuté avec le père Anquet de ce problème, et j'avais eu gain de cause pour aménager un terrain de football. Cela l'obligea également à acheter des ballons. La cour de l'école et d'autres endroits de la mission étaient toujours très sales, remplis de mauvaises herbes qu'on ne sarclait qu'une fois seulement par trimestre. Je suggérais l'entretien quotidien par le groupe d'élèves chantres qui, occupés aux répétitions des chants chaque après-midi à 16 heures, ne devaient pas se rendre aux travaux de chant. Tout ceci, je l'obtins non sans difficulté. Le père Anquet grommelait toujours, me disant que j'étais plus exigeant que les autres régents qu'il avait eus avant moi sous ses ordres. Mais une chose resta impossible à obtenir de sa part malgré notre insistance. C'était l'amélioration de la qualité de la chikwang, fabriquée par les filles élèves des sœurs religieuses et destinée aux garçons, ainsi que l'habillement de ceux-ci par les soins de la mission. Le père Anquet prétendait que la chikwang, telle qu'elle était préparée, était excellente à manger comme si lui-même en consommait. S'agissant de l'habillement, il prétendait qu'on venait à peine de sortir de la guerre et qu'il n'y avait pas d'argent. Les bienfaiteurs en Belgique ne possédaient plus rien eux-mêmes pour qu'ils puissent acheter l'habillement nécessaire pour les garçons. Tout cela me poussa à faire un rapport complet adressé au père inspecteur, à l'occasion du départ à Kinzambi de l'abbé Antoine Wawa, pour la retraite annuelle de Noël. Je profitai de cette occasion pour ne pas être obligé après de donner la lettre de rapport entre les mains de l'accusé, le père Anquet, qui aurait pu la lire et la faire disparaître. Quelque temps après, il devait recevoir de la part du père inspecteur une lettre de réprimande au sujet de tout ce que j'avais signalé. Mais cette lettre n'indiquait pas le dénonciateur. Un soir, le père Anquet me convoqua et me fit lecture de la lettre reçue. Il me fit sentir sournoisement que je devais me sentir concerné par la dite missive. En même temps, il s'étonnait malignement de ce que le père inspecteur fût curieusement au courant de ce que, ensemble, nous avions conçu secrètement. Je lui répondis naïvement que je n'en savais rien. Mais non, il savait pertinemment bien que ça ne pouvait venir que de moi, Ernest ne s'étant pas trop mêlé des affaires d'élèves. Harmoniser les rapports entre garçons et filles. Voici comment je parvins à supprimer avec mon collègue Ernest le désordre qui régnait dans les rapports entre les filles et les garçons. J'avais dit plus haut que chaque soir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.